Bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent ce soir pour ce webinaire du mois de mai, organisé Bonsoir par Léo. l'association UnicoPro. Bonsoir. Comme d'habitude, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces webinaires avec les sujets que nous développons. Je vais vous rappeler quelques petites consignes, comme je le fais souvent. Première partie du webinaire avec la partie présentation. Veillez à bien ce que vos micros soient coupés pour qu'on n'ait pas de bruit de fond pour les personnes qui sont avec nous. Et ensuite, après la présentation, vous aurez la possibilité de réouvrir les micros pour poser vos questions. Vous pourrez le faire de façon à l'oral ou vous pouvez aussi utiliser votre chat qui est en bas de votre écran avec le bouton chat. Donc ce soir, je suis accompagné d'Emeric qui m'aide au niveau de la technique. J'ai aussi des membres du conseil d'administration, Michel et Florian, qui sont avec moi. Donc, on va essayer d'être le plus clair possible sur cette présentation et vous dire ce soir ce que vous auriez peut-être aimé savoir avant d'investir en LMNP, en résidence gérée. Et pour les personnes qui n'ont pas encore investi, peut-être ce que vous auriez et ce que vous aimeriez savoir. Donc, ça va être le but de la soirée. On attend encore une toute petite minute pour les derniers retardataires. Je précise aussi que, comme d'habitude, la réunion est enregistrée, le webinaire est enregistré et vous aurez le loisir dès demain d'écouter ce replay et vous aurez également la présentation. Donc, comme introduction à ce webinaire du mois de mai, le LMNP sous bail commercial est très souvent présenté comme un investissement simple, sécurisé et passif, ce qui est le cas. Mais dans la réalité, beaucoup d'investisseurs découvrent les règles de cet investissement quelquefois trop tard, c'est-à-dire après la signature. Vous découvrez l'envers du décor, vous découvrez le produit, alors qu'il aurait été quand même bien de le découvrir au préalable. L'objectif de ce soir ne sera pas d'être critique ou manichéen et vous dire ce produit est bon, ce produit est mauvais. J'ai pris aussi l'habitude depuis quelque temps de dire que un produit n'est ni bon ni mauvais, il correspond à un investisseur et peut-être que cet investissement vous correspond, peut-être qu'il ne vous correspond pas, mais ce n'est pas le produit qui est remis en cause, c'est surtout votre façon, votre vision, votre sensibilité. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et en termes de compréhension, donc l'objectif de ce soir, c'est vraiment vous permettre de connaître tous les détails de cet investissement et comprendre comment ça fonctionne, parce que si on vous a dit que c'était facile, il s'avère après coup que la compréhension reste quand même un sujet délicat. Il y a beaucoup de choses à appréhender dans ce type d'investissement. Donc la première, je vais dérouler les présentations de façon assez claire et je vais essayer d'être le plus factuel possible en vous donnant des exemples. Un des premiers commentaires que l'on voit, que l'on entend, c'est est-ce que ce produit est un produit immobilier ou un produit financier? On a beaucoup de personnes qui pensent souvent avoir acheté un appartement en ville, ce qui peut générer de la confusion. Donc, immobilier ou produit financier, vous n'avez pas acheté de l'immobilier classique pour votre projet de vie, vous n'avez pas acheté non plus un mobilier d'usage, c'est un produit financier logé dans la catégorie immobilier. Et ça, il faut bien le comprendre. Vous n'achetez pas un appartement, vous achetez un flux financier en réalité. Les idées reçues, ce que l'on entend très souvent, et je pourrais même écrire beaucoup de lignes là-dessus, parce que en 10 ans d'association, j'en ai entendu beaucoup d'idées reçues et beaucoup d'idées souvent fausses, malheureusement. Les premières idées reçues et la principale, c'est que vous n'avez pas la possibilité d'utiliser cet investissement, vous ne pouvez pas y habiter, vous ne pouvez pas l'utiliser, sauf vraiment dans certains cas où on est plus dans le tourisme, où vous avez une capacité d'occupation qui est assujettie à une baisse de loyer. Donc l'usage personnel est fortement limité.
Fortement aussi limiter l'hébergement de vos proches. Beaucoup de personnes m'ont dit, j'ai acheté cet appartement pour mes enfants quand ils feraient des études, quand on est dans de l'étudiant. J'ai eu certaines personnes à Lyon qui m'ont fait ce commentaire-là. Là aussi, c'est un mauvais choix. La récupération de ce bien est très complexe sous bail commercial parce que la législation autour du bail commercial est assez complexe. Donc, vouloir dire à un moment, ça ne me convient plus, je le récupère, c'est une idée reçue qui est très très difficile à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que le bien est verrouillé, juridiquement parlant, par le bail commercial que vous avez signé lors de l'achat, le plus souvent en VFA, mais vous avez bien signé un accord sous bail commercial, donc vous avez signé la mise à disposition de votre investissement à une société qui a pour mission de l'exploiter. Pourquoi certains investisseurs, néanmoins, dans ce contexte, réussissent malgré tout avec ce type d'investissement? Donc, quelles sont les clés de la réussite? Les clés de la réussite sont basées, comme dans beaucoup de cas dans l'immobilier, à la qualité de l'emplacement. Si vous achetez une résidence d'étudiants dans une ville qui n'a pas d'étudiants, il va y avoir un petit souci à un moment au niveau du remplissage, et là, il va falloir un petit peu arbitrer ce type d'investissement. Donc, acheter où il y a un potentiel. Si vous achetez du tourisme dans une ville qui n'est pas du tout touristique, là aussi, vous aurez des soucis. Donc, la qualité de l'emplacement vis-à-vis de l'adéquation avec la typologie que vous achetez. Ensuite, quelque chose qui est très souvent complètement ignoré, c'est la solidité de votre exploitant. Qui est aux manettes de l'exploitation? À qui vous confiez les clés de votre appartement? Et d'une façon beaucoup plus large, les clés de la résidence, puisque tous les copropriétaires vont donner un bail commercial à un exploitant. Donc, à qui vous donnez les clés de votre investissement et quelle est sa solidité, quelle est sa réputation? Ce sont des choses qui s'analysent au préalable. Ensuite, il y a une partie très importante, puisque au début, je vous disais que vous achetiez un produit d'investissement. Quelle va être la rentabilité qu'on vous promet? Et dans rentabilité, il ne faut pas s'arrêter au mot rentabilité tout simplement. On parle de rentabilité brute, on parle de rentabilité nette. Là-dessus, vous retrouverez des webinaires sur notre chaîne YouTube et vous verrez que vous affichez un 6% en rentabilité brute quelquefois, après, peut occasionner des surprises en rentabilité nette quand vous avez ajouté une taxe foncière sur une ville où la taxe foncière est très onéreuse, des charges de copropriété assez importantes parce que vous avez des équipements dans la copropriété qui font que les charges sont importantes. Donc, quelle est la rentabilité du produit et comment pouvez-vous l'analyser? Ensuite, est-ce que la copropriété est structurée, qui est aux manettes du conseil syndical? Est-ce que vous vous êtes déplacé sur la résidence? Je sais par expérience que plus de 90% des investisseurs ne voient jamais la résidence sur laquelle ils ont investi. Et puis, à un moment, ils se posent la question de, mais j'ai vraiment acheté quel type de bien immobilier? Donc, est-ce que cette copropriété est structurée? Et le suivi actif de votre dossier par rapport à tout ça. Est-ce que vous avez acheté aussi au bon prix? Ça aussi, c'est un élément qui est assez oublié. Alors le bon prix, c'est surtout le prix vis-à-vis de la rentabilité annoncée, mais vous pouvez aussi, rien ne vous l'empêche, regarder le prix du foncier sur la ville sur laquelle vous achetez. Si vous achetez sur une ville où vous avez un foncier qui est à 2 500 € et que là vous achetez à 4 000 €, c'est quand même un signe comme quoi peut-être qu'il faut aller chercher une analyse du prix et est-ce que vous achetez au bon prix. Et puis ensuite, la stratégie à long terme, est-ce que je vais garder ce bien? Est-ce que ce bien, je l'avais acheté uniquement pour faire une opération de défiscalisation et une revente après les 9 années de défiscalisation? Là aussi, il y a une notion de temporalité. La réalité économique de tout ça, lorsque vous achetez bien sûr un loyer, et ça, il faut bien le comprendre. Qu'est-ce que va vous générer comme revenu cet investissement? Pourquoi? Parce que
vous avez très souvent des prêts bancaires, donc il va falloir regarder à concurrence de combien votre loyer va couvrir votre emprunt. Donc ça, c'est un aspect important à analyser. Je le disais tout à l'heure, vous achetez un exploitant. Si vous achetez, on va dire, un mauvais exploitant, vous allez avoir des soucis tout au long de votre exploitation et même en termes de revente, puisque si vous avez un mauvais exploitant qui a une mauvaise réputation en France, immédiatement vous allez trouver des acquéreurs à la revente, mais on va vous dire votre produit est trop risqué parce que la société d'exploitation s'est déjà démarquée de façon négative dans le passé. Et donc pour combler ce risque-là, on vous demande de plus en plus de rentabilité. Et en montant la rentabilité, vous baissez votre prix net vendeur, ce qui est mathématiquement logique. Aujourd'hui, pour être attractif sur ce type de marché, on constate qu'on arrive à vendre les biens entre 4,5 et 5% dans le meilleur des cas, quand tout va bien. Quand vous avez des exploitants qui commencent à être blacklistés, on atteint les 8%. Donc vous avez une grosse différence de pourcentage entre un exploitant qui est bien coté et un exploitant qui se démarque, mais de façon négative. Donc la réalité de l'exploitant est quelque chose qui est très très important. Ensuite, on le disait tout à l'heure, est-ce que la rentabilité est au rendez-vous? Est-ce que vous avez vraiment ce qu'on vous a promis, c'est-à-dire des revenus, des charges locatives, une taxe foncière qui correspond à ce qu'on vous a mis sur un petit compte d'exploitation? Et est-ce que vous n'avez pas de charges financières plus élevées, des dépenses inexpliquées, inexplicables, et quelquefois qui viennent pénaliser votre rentabilité? Et vous achetez aussi un risque parce que aujourd'hui tout peut aller très bien dans le meilleur des mondes. Vous avez un bon loyer, vous avez un bon exploitant, on vous paye les loyers, mais le risque de toute façon zéro n'existe pas. Et vous avez un risque dans ce produit, un risque qu'on ait une crise comme on a pu avoir dans le passé et que du jour au lendemain votre exploitant ne soit plus en capacité de vous régler les loyers. Et là, vous avez quand même des charges en face à assumer. Ou alors, vous avez un risque sur un exploitant qui va se dégrader assez rapidement et qui va soit abandonner la résidence, soit mal la gérer, etc. Les cas sont multiples et variés, malheureusement. Donc, tout ce que vous achetez là est en parfaite adéquation avec un produit financier. C'est comme si vous achetiez vraiment un produit financier. Euh, un sujet qui est très souvent aussi abordé et abordé d'une façon assez fausse vis-à-vis des acquéreurs, c'est comment calcule-t-on la valeur de son bien. Beaucoup de personnes tapent sur tous les sites d'estimation en ligne des biens immobiliers. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous tapez sur ces sites, vous avez une estimation d'un bien immobilier dit classique et vous n'avez jamais, je n'ai jamais vu d'option sur de l'immobilier sous bail commercial. Donc, à partir de là, n'estimez pas la valeur sur les sites immobiliers classiques, parce que la valeur de votre bien dépend de votre loyer, dépend de votre exploitant, dépend du rendement, comme je vous l'expliquais. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, plus le rendement est élevé, plus la valeur en prix net vendeur va être faible pour vous. Donc, ça, c'est vraiment la valeur de votre investissement et vraiment quelque chose qu'il faut bien maîtriser. Il y a deux façons d'estimer l'immobilier en France. L'immobilier classique est estimé sur une méthode dite comparative. On va regarder les 2 dernières années, les ventes réalisées par les notaires et on va faire une moyenne au prix au mètre carré. Là, on est sur une méthode totalement différente qui est de la méthode dite de rentabilité. Et seul compte le loyer vis-à-vis du prix d'achat. Il faut se situer en moyenne à 4,5% et on va pondérer avec des notions comme l'exploitant, mais il y aura moins de pondérations comme des expositions d'appartements, comme vous pouvez le constater en immobilier classique. L'erreur que l'on peut et que l'on voit souvent, c'est ça va mal, au pire je le récupère, au pire j'ai même entendu un jour quelqu'un me dire ben, je vais mettre dehors l'agence immobilière qui gère mon appartement. Non, au pire vous ne le récupérez pas. Pourquoi vous ne le récupérez pas? Parce que je vous le disais au début, vous avez signé un bail commercial et vous ne vous défaites pas d'un bail commercial comme vous déferiez d'un contrat X ou Y, un mandat de gestion, un contrat avec une agence immobilière ou autre. Donc, si vous partez sur un investissement avec une mauvaise hypothèse en se disant
Au pire, je le récupère. Vous explosez votre risque en termes d'investisseur. J'ai noté aussi d'autres idées reçues et d'autres erreurs que l'on peut avoir. Les erreurs les plus fréquentes, c'est rester isolé, ne pas parler aux autres copropriétaires, rester dans son coin et écouter uniquement le syndic, écouter uniquement l'exploitant. Ça, c'est très dangereux comme situation. Ne pas lire son bail. Alors, je sais que le bail peut être environ une dizaine de pages, une trentaine de pages selon les écritures et les méthodes utilisées, mais ne pas le lire, c'est s'exposer à des surprises. C'est-à-dire que souvent, quand on nous pose des questions à l'association, les réponses sont uniquement dans le bail. Quand on me dit on m'a facturé un ballon d'eau chaude, est-ce normal? La réponse est dans le bail. Si c'est écrit que vous devez le payer, vous aurez contractuellement à le payer. Si c'est écrit que le preneur à bail, c'est-à-dire votre locataire, c'est-à-dire l'exploitant, prend à sa charge ce type de dépense, vous n'aurez pas à le faire. Donc la clé vraiment de votre investissement, c'est le contenu de votre bail. Et quand vous avez acheté, vous avez pas ou peu passer de temps à lire ce qu'il y avait dans le bail, à part peut-être la partie qui correspond au loyer, combien vous alliez recevoir. Ce qui aussi peut être une erreur, c'est quand vous commencez à sentir une problématique ou avoir un mauvais sentiment, d'attendre et de dire je regarderai demain, je regarderai dans 6 mois. En général, avec ce type d'investissement, plus vous attendez et plus le problème grossit. Donc, il vaut mieux aller s'attaquer au problème directement que de dire et de remettre ça au lendemain. Une erreur aussi, malheureusement, comme dans tous les domaines et pas que dans celui-là, c'est de croire les yeux fermés aux promesses commerciales. On vous a promis beaucoup de choses. En réalité, il vaut mieux aller contrôler, confirmer tout ce qui a été dit. Et est-ce que ce qui vous a été promis est bien au rendez-vous? Si vous n'êtes pas content, il faut regarder quelles sont les différences entre ce que l'on vous avait dit et ce que vous avez aujourd'hui et essayer d'agir là-dessus. Alors, je sais très bien que les possibilités d'action sont limitées, mais on peut toujours agir sur les promesses commerciales. Et puis la dernière erreur à ne pas faire, et ça je pense que c'est comme la première, rester isolé, c'est vraiment la clé du succès d'un tel investissement, c'est agir seul contre un exploitant structuré. Vous êtes quasiment toutes et tous des petits investisseurs qui ne sont pas ou rarement spécialisés dans le métier de l'immobilier. En face de vous, vous avez des grosses structures, souvent des grosses sociétés nationales équipées de services juridiques, équipées de pas mal de services qui, face à vous, j'ai envie de dire, vous êtes tout petit face à ces géants. Et donc, agir tout seul vous coûtera plus cher. Vous serez sûrement mal équipé pour aller discuter. Et puis plus on se réunit et plus on obtient quelque chose contre les exploitants, et même sans vouloir aller, comme on pourrait dire, ferrailler, mais simplement se structurer et ne plus être seul dans votre coin. Donc ça, c'est un élément très, très important. Maintenant, les 10 points que généralement on ne vous a pas dit, on ne vous dit pas ou on ne vous dira pas. Heureusement que dans certains cas, dans ces 10 points, certains vendeurs vont quand même avoir l'honnêteté de vous le dire, mais j'ai, par expérience, eu ces points qui revenaient assez souvent de façon récurrente. Donc, ce que l'on ne vous dit pas, c'est que vous ne maîtrisez pas votre actif. Vous ne maîtrisez pas l'exploitation, puisque vous avez confié l'exploitation à un exploitant. Donc, vous n'êtes pas maître de votre investissement. C'est quelqu'un d'autre, c'est une société qui va le gérer pour vous. Le loyer n'est pas garanti économiquement parlant, il est garanti légalement parlant sur le papier par le biais du bail commercial, mais je pourrais passer toute la soirée et une partie de la nuit à vous donner des exemples où ce qui était garanti du jour au lendemain s'est trouvé à ne plus être garanti, et puis vous avez des situations où ça devient tellement difficile d'aller rechercher ses droits que vous oubliez, vous passez à autre chose. Donc, un loyer garanti avec beaucoup de nuances dans le mot garantie, dans le type de bail commercial. On ne vous dit pas aussi que vous avez une temporalité sur les baux commerciaux, c'est-à-dire que vous avez une date de signature, vous avez une date de renouvellement, une date de durée de bail.
Et on oublie de vous dire que à chaque anniversaire de renouvellement de bail, c'est le moment de renégocier avec certaines conséquences potentielles. Les conséquences, malheureusement, elles sont souvent financières. Vous allez avoir un exploitant qui va vous remettre en cause un loyer, qui va vous demander des travaux. Tout cela est rarement bien expliqué lorsque vous achetez. Une chose aussi qu'il faut comprendre, et je fais souvent l'exemple, je prends souvent l'exemple d'un locataire. Prenez dans une négociation de bail, quand vous arrivez à 9 ans de renouvellement, prenez les choses en main. Ne laissez pas votre exploitant vous dicter comment vont se passer les 9 prochaines années à venir en vous proposant un bail et en vous disant, messieurs, dames, signez. J'ai souvent des copropriétaires qui m'ont dit, mais l'exploitant ne nous a rien dit, ne nous a rien proposé, et puis on n'a rien fait. Non, essayez de vous regrouper, essayez de vous d'être force de proposition auprès de votre exploitant et reprenez un petit peu de maîtrise de votre bien. Pour vous expliquer cela, je donne l'exemple de vous avez acheté un appartement dans une ville, vous avez un locataire, vous devez renouveler le bail de ce locataire. C'est vous, copropriétaire bailleur, qui allez proposer à votre locataire les termes du renouvellement du bail. Là, dans ce milieu où on vous a tellement dit c'est facile, vous ne ferez rien, on est même arrivé à vous faire oublier que c'est vous qui deviez proposer à votre locataire les conditions de renouvellement, puisque votre locataire, je le rappelle, c'est votre exploitant. On va plus loin dans la réflexion pour essayer de vous faire germer cette idée-là. Dans un appartement en ville, c'est vous qui faites vos quittances de loyer à votre locataire et non pas le locataire qui fait ses propres quittances de loyer. Dans le cadre du bail commercial, c'est votre locataire, c'est l'exploitant qui émet les quittances de loyer. Et vous allez le voir, comme si vous ne l'avez pas remarqué, elles sont souvent émises au nom de monsieur et madame, de monsieur, et vous verrez que vous ne faites même pas vos propres quittances de loyer. Donc, je vous dis pas qu'il faut arrêter de le faire à partir de demain, mais c'est pour vous faire réagir quand même sur le fait que il y a certaines choses qui sont plus de votre responsabilité. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous rappeler que le haut moment de la négociation, n'ayez aucune crainte à faire des propositions à votre exploitant. Et c'est là où j'en reviens au groupe. Il est plus facile de faire des propositions quand on est regroupé, quand on forme un collectif, que quand on est tout seul, puisque vous imaginez bien que si vous avez 100 copropriétaires face à un exploitant et que vous avez 100 propositions de renouvellement de bail, je me mets à la place de l'exploitant, il n'arrivera jamais à gérer cette situation avec 100 demandes complètement différentes. Ce qu'on ne vous dit pas non plus, c'est qu'il faut être très très attentif sur l'entretien de votre résidence. Vous avez de très très bons exploitants vertueux qui entretiennent la résidence parce qu'ils l'exploitent et parce qu'ils sont dans le cadre de l'entretien de leur outil de travail. Et puis vous avez une autre approche un petit peu différente parfois avec des exploitants moins regardants qui vont utiliser et un petit peu abuser de votre outil de travail et qui vont oublier d'entretenir de façon correcte. Au bout d'un cycle, vous pouvez aussi avoir un congé, ce qui fait que votre exploitant locataire aura utilisé d'une façon excessive sans l'entretenir votre résidence, ce qui vous mettra dans la difficulté pour la deuxième partie du renouvellement du bail si vous changez par exemple d'exploitant. On ne vous dit pas que certaines charges restent à votre charge, bien sûr. On vous dit rarement que le rendement affiché est optimiste, c'est-à-dire que souvent, ce rendement-là n'est pas au rendez-vous. C'est un petit peu l'arbitrage des produits financiers comme de l'assurance vie. On va vous dire que vous sortez une assurance vie à 5%, mais après, on va vous donner des explications sur des crises, comme quoi vous n'êtes pas arrivé aux 5%. Là aussi, restez vigilants sur ce qu'on vous annonce, ce qu'on a affiché et ce que vous avez réellement. Ce que vous ne savez pas non plus, on le dit rarement, c'est que vous avez un modèle d'exploitation avec un bail commercial et vous êtes fortement attaché à ce modèle d'exploitation et il est difficile de s'en sortir. Une partie aussi où j'ai beaucoup de discours commerciaux
en vous disant, vous avez fait un cycle, vous revendez au bout de 9 ans, vous avez acheté 100 000 euros, vous verrez, votre bien se revendra très très bien, il se revendra même 120 000 euros. J'ai vu beaucoup d'études de cas où c'était ce type de promesse. Au bout des 9 ans, la revente est complexe, l'environnement est compliqué, les circuits de distribution sont assez complexes. On ne revend pas ce produit comme on revend de l'immobilier classique. Mettez-le sur le bon coin et essayez de le vendre vous. Vous verrez, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas parce que vous aurez beaucoup de questions avec des gens qui ne comprennent pas le produit sous bail commercial, qui est quand même une niche dans l'immobilier. Donc, vous avez un produit complexe à la revente et qui souvent n'est pas à la hauteur de vos espérances. Donc, c'est un des points que l'on vit tous les jours avec beaucoup de désillusions sur les estimations de prix net vendeur sur ce type d'investissement. Puis la fiscalité peut être complexe. Elle est complexe avec la TVA. Elle sera un petit peu plus complexe demain. On en a déjà parlé dans un autre webinaire avec la facturation électronique. Donc il y a des points qui ne s'inventent pas, qu'il faut savoir maîtriser. Et ça, on vous l'a aussi peut-être pas dit d'une façon claire, et nette et précise. Donc voilà un petit peu les points qui reviennent. Alors je ne dis pas, je ne veux pas que vous fassiez de généralité. J'espère que des personnes ce soir ont eu toutes ces informations sur lesquelles je dis on ne vous dit pas. Mais en général, avec 10 ans d'association, ce sont les points les plus fréquents que l'on a pu voir revenir. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que quand vous avez acheté ce type de bien, vous avez acheté en toute conscience que vous aviez un bail commercial. Vous avez acheté en toute conscience que vous alliez donner votre exploitation à une société. Cette société, elle est là, comme toutes les sociétés françaises, pour faire du résultat à minima. Si une entreprise ne fait pas de résultat, elle commence à avoir des problèmes et puis c'est le début de la fin. Donc, vous ne pouvez pas, et je vais dire l'inverse, l'exploitant ne peut pas tout vouloir. Vous ne pouvez pas vouloir le beurre et l'argent du beurre, et l'exploitant idem. C'est-à-dire que quand on a des droits et des devoirs qui ne sont pas respectés ou qui sont déséquilibrés, on commence à avoir de la méfiance, on commence à avoir un problème sur cet investissement, on a de la dégradation, on a une perte de valeur, on a des conflits récurrents entre copropriétaires et entre copropriétaires et exploitants, et le projet devient très très vite problématique sur le long terme. Donc, un déséquilibre est un échec assuré. Ne, ne vous mettez pas en tête que vous allez demander tout ce que vous voulez, que vous allez obtenir tout ce que vous voulez. Il faut en face, et ça c'est difficile à le concevoir, il faut que vous vous mettiez dans la peau de l'exploitant, mais aussi, je le répète aussi aux exploitants, il faut qu'ils se mettent dans la peau des investisseurs copropriétaires bailleurs que vous êtes. Et à l'inverse de ce que je vous disais, ils ne peuvent pas vous demander systématiquement de tout payer à chaque fois qu'une facture se présente. La clé du succès, une résidence qui réussit, un projet, ce type d'investissement qui réussit, c'est quand on obtient vraiment cet équilibre parfait entre les copropriétaires et l'exploitant. Et vous créez de la confiance, vous avez un investissement et un entretien qui fonctionne, votre résidence devient attractif à la fois pour les locataires finaux, que ce soit étudiants, seniors ou autres, quelle que soit la typologie. Vous installez une relation saine et durable avec l'exploitant, vous avez des projets communs, vous discutez de l'exploitation de la résidence et vous créez de la valeur à la fois pour vous, mais aussi vous créez de la valeur pour l'exploitant, et l'exploitant aura tendance à rester dans une résidence dans laquelle il se sent bien et dans laquelle il gagne de l'argent parce qu'il doit gagner de l'argent. Vous ne pouvez pas tout récupérer. Et dans ce que j'entends aussi très souvent, une réflexion qui revient souvent. Je vais prendre un exemple d'un appartement qui doit faire 20 mètres carrés, qui se situe dans un centre-ville d'une grande ville étudiante, et cet appartement va être loué à un étudiant 500 euros. Vous ne pouvez pas prétendre et imaginer récupérer un loyer de 500 euros.
Si vous imaginez ça et si vous voulez ça, c'est que vous êtes passé à côté de ce que vous signez et vous êtes passé à côté du bail commercial. Les 500 euros, il va falloir que vous les partagiez avec votre exploitant. Alors, à plus ou moins de ratio, on ne va pas être sur du 250-250. Il y a des ratios sur les typologies. Vous avez des ratios dans le tourisme différents du senior, différents de l'étudiant, mais il faut que tout le monde gagne de l'argent. Et ça, je l'ai entendu très souvent. Vous vous rendez compte, l'exploitant gagne 500 euros et moi, j'en touche 200. Là, oui, c'est déséquilibré. Mais de toute façon, vous ne pourrez jamais toucher les 500 euros du locataire final de votre bien immobilier. Si c'est ce que vous souhaitiez, il fallait acheter de l'immobilier classique. Et dans l'immobilier classique, vous auriez vous-même contracté le bail locatif avec votre locataire. Là, n'oubliez pas, vous avez mis une couche supplémentaire. Cette couche, c'est l'exploitant de la résidence. Donc ça, c'est une confusion que l'on rencontre très, très, très souvent. La réalité du terrain, ce que l'on voit tous les jours, malheureusement, c'est que les actions individuelles sont dans la majorité des cas inefficaces. Je vous le disais, hein, quand vous allez demander quelque chose à un exploitant, que vous êtes 100 à demander, ou que immédiatement vous avez un collectif qui demande une seule fois ce que vous souhaitez, l'action collective se révèle être un levier très très puissant. Ce levier, vous allez l'utiliser dans la renégociation, chaque fois qu'il va falloir discuter avec votre exploitant. Si vous avez des volontés de changer d'exploitation ou de type d'exploitation ou même d'exploitant, dans les cas où c'est possible, l'action collective va s'avérer aussi très puissante. Et puis si vous voulez reprendre en main, contrôler, auditer, plus vous allez être nombreux et plus ça va être facile pour vous. Il y a deux phrases que l'on répète maintenant depuis 10 ans et que l'on ne cessera malheureusement de répéter. C'est que le risque, c'est de la division pour mieux régner. Plus vous êtes divisé, plus vous êtes ignorant et inefficace, malheureusement. Et le cas inverse, c'est le cas que l'on préfère, c'est l'union fait la force parce que le collectif devient puissant, le collectif arrive à être beaucoup plus efficace parce que vous réduisez les demandes et vous facilitez un petit peu la communication avec l'exploitant et ça fonctionne très 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 bien. Quels sont les constats que l'on a aujourd'hui vis-à-vis de cette réalité de terrain? Très, très souvent, on se retrouve dans la situation que vous pouvez voir à gauche, qui est une situation d'affaiblissement. Alors, l'association Unicopro est une association de défense de copropriétaires bailleurs. Vous imaginez bien qu'au quotidien, on a plus de demandes qui viennent de résidences où on a de la problématique que de résidences où on nous dit on voudrait vous rejoindre, mais tout va bien dans le meilleur des mondes. On a un super exploitant, tout fonctionne. Donc on est statistiquement parlant plus axé sur ce type de situation et on constate maintenant, après ces années, que ce que je vous disais d'une façon assez synthétique ici, des copropriétaires isolés, chacun de son côté, vous n'avez pas vu la résidence, vous n'avez pas de lien, vous n'avez pas de coordination, vous avez même dans le monde actuel du RGPD pas de possibilité de communiquer entre vous, donc ça c'est une grosse problématique. Les informations, elles arrivent au compte-gouttes, vous les lisez, vous les lisez pas, vous êtes pris dans votre vie aussi personnelle. Et quand vous recevez un pavé de 50 pages de l'exploitant ou du syndic, peut-être qu'il reste un petit peu sur le coin de votre table pendant quelque temps et vous l'oubliez. Donc l'information, elle n'est pas facile. Il faut la digérer, il faut la condenser. C'est ce que l'on fait au quotidien au niveau de l'association. On essaye de vous rendre accessibles certains documents peu digestes. Donc, on voit aussi beaucoup de visions divergentes. En ce moment, on est en train de discuter avec pas mal de résidences, résidétudes seniors, et là, on touche du doigt ce que c'est que vraiment que la vision divergente. Je rentrerai pas dans le détail ce soir des explications, mais quand vous avez des copropriétaires qui regardent à gauche et d'autres à droite, c'est difficile d'aller devant. Donc tout cela génère de la fatigue, des tensions, et donc un climat peu propice à l'épanouissement de la résidence. Vous avez souvent aussi le sentiment d'absence de collectif, puisque par définition, si vous êtes isolé, il n'y a pas de collectif, et tout le monde perd du temps, et malheureusement, le temps et de l'argent. Vous perdez aussi souvent de l'argent dans cet investissement.
Et à l'inverse, ce que l'on vous souhaite, c'est ce que l'on essaie d'apporter au quotidien avec UnicoPro, c'est de ne pas ajouter du conflit au conflit. Notre rôle, c'est plutôt de remettre de la méthode, plutôt d'essayer d'aller vous apporter tout ce que vous n'avez pas à gauche au quotidien, parce que c'est un vrai travail. Vous faire communiquer entre vous, vous monter en compétence vis-à-vis de tous les outils que l'on va utiliser, notre site web, les webinaires comme ce soir. Ils ont comme vocation de vous faire monter en compétences pour que vous compreniez mieux votre investissement et pour retrouver un dialogue, une direction commune. Et là, vous allez avoir de la méthode, de dialogue, de la direction commune, une défense collective et des résultats durables, puisque quand même, si vous avez investi une somme d'argent assez conséquente dans ce type de bien, vous allez souhaiter ne pas perdre de l'argent. Et malheureusement, j'ai trop vu de cas, trop vu de résidences où l'investissement avait perdu beaucoup, beaucoup de sa valeur initiale. Et on a ce que j'appelle vraiment de la casse financière avec de la détresse humaine derrière, des gens qui se sont endettés, des gens qui ont des crédits à rembourser, des gens qui ont mis des héritages dans ce type d'investissement. Et ça nous fait toujours mal au cœur de voir que ben, quand vous êtes à côté du produit et que vous avez perdu de l'argent, c'est pas ce que vous espériez. Donc, ensemble, on avance et ensemble, on peut gagner. Et c'est ce que l'on répète et qu'on répétera très souvent chez Unico Pro. Donc, chose qui est très importante, je le disais, plus vous allez vous former, plus vous allez réduire le risque. Et vous allez noter dans tout ce que j'ai déjà dit depuis le début de cette réunion et tout ce que je vais dire après, par la suite, vous notez le décalage entre mes propos ce soir et les arguments de vente que vous avez eus. C'est-à-dire que je pense que vous allez tous comprendre que je suis en train de vous dire exactement le contraire que ce qu'on vous avait dit en argument de vente, malheureusement. Ce qui ne devrait pas être le cas, je le répète. Donc, plus vous allez vous former, plus vous allez réduire le risque, plus vous allez comprendre et lire votre bail, plus vous allez apporter de réponses et vous allez peut-être être en capacité au moment du renouvellement de dire, ah ben j'ai compris cet élément, donc là, au prochain renouvellement, je vais le mettre sur la table pour discuter avec mon exploitant, ce point-là parce qu'il ne me convient pas. Vous devez aussi comprendre l'exploitant et son exploitation. Quelquefois, c'est pas facile d'exploiter certaines résidences dans certaines villes, donc il y a une discussion avec lui à installer, il y a une relation à mettre en place avec l'exploitant. Les exploitants ne sont pas tous, je vais utiliser le mot voyous, vous avez des sociétés vertueuses dans l'exploitation, mais il faut essayer de les comprendre et essayer de se mettre, je le disais précédemment, mettre aussi à leur place. Il faut, et c'est beaucoup mieux si vous suivez et si vous auditez votre exploitant, mais aussi votre syndic. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on va vous présenter une décision ou une action, si vous avez audité, si vous avez vérifié ce qu'on vous disait, ça sera beaucoup mieux. Et j'ai mis sur la droite, la confiance n'exclut pas le contrôle. Vous pouvez tout à fait faire confiance à votre exploitant, faire confiance à votre syndic. J'ai même des copropriétaires qui ont des confiances aveugles, mais il n'y a aucun contrôle. Donc, une confiance aveugle sans contrôle, à un moment, ça peut déraper. J'espère pour vous que ce n'est pas le cas, mais ça peut déraper. Et puis, il faut aussi suivre la résidence. À minima, le suivi, il est annuel, c'est-à-dire regardez bien ce que vous avez dans vos assemblées générales, regardez bien toutes les résolutions, essayez de comprendre je le disais au début, le pavé indigeste de 50 pages de la convocation des AG, mais dans une convocation d'AG, si vous devez lire un document une fois par an, c'est vraiment la convocation et le PV d'AG, parce que là, on vous présente au vote les décisions. Si vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas voté, si vous êtes abstenu, c'est comme, je le dis souvent, c'est comme si vous faisiez un chèque en blanc à votre syndic. Donc, à minima, une fois par an, au moment de l'Assemblée générale, essayez d'aller ouvrir le dossier de votre investissement. Un investisseur informé est un investisseur protégé, donc ça c'est vraiment important de le comprendre aussi. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment malheureusement ce décalage entre ce que je vous ai dit, puisque je vous demande d'être acteur, je vous invite à être acteur, alors qu'on vous a vendu le produit en vous disant que vous ne vous occuperez de rien et vous n'aurez rien à faire. Essayez de voir jusqu'à quel point vous ne voulez rien faire, jusqu'à quel point vous voulez être informé.
Que faire quand ça va mal? Parce que quand ça va bien, il y a pas grand-chose à faire à part une fois par an, essayer d'aller s'intéresser à cette fameuse assemblée générale. Mais quand ça va mal, malheureusement, il ne faut pas attendre que la maison brûle pour avoir un système de protection contre l'incendie. Il faut peut-être mettre des extincteurs avant que le feu prenne, et c'est un petit peu toutes les actions préventives qui vont vous sauver quand ça va commencer à brûler. Et malheureusement, si on garde l'image des incendies, quand ça commence à brûler, ça peut être très très vite, et l'incendie peut très vite être difficile à maîtriser. Donc, quand ça va mal, vous parlez, je le répéterai 1000 fois, vous parlez entre copropriétaires. Trouvez le moyen de vous parler. Plus vous aurez institué au préalable des groupes de discussion, des groupes WhatsApp, des emails, etc., dans des conditions RGPD qui ne le favorisent pas, plus vous serez prêt à ça et mieux ça sera. N'hésitez pas à renégocier, n'hésitez pas à tout remettre sur la table pour aller discuter. Analysez vraiment l'exploitation, qu'est-ce qu'on vous dit ne pas aller et quelle est la réalité, et reprenez seul ou avec un collectif, de préférence avec un collectif, reprenez un peu votre destin. Les vrais leviers, c'est auditer votre bail, et ça, vous pouvez le faire d'une façon collective et préventive. Vous pouvez tout à fait envisager un audit de bail quand tout va bien. Pourquoi? Parce qu'un audit de bail, on est sur une résidence de 100 personnes, ça doit coûter une trentaine d'euros par personne. Et pour 30 euros dépensés, vous allez avoir une vision claire, éclairée par un professionnel, donc un avocat. Vous allez avoir un réel audit des points forts et des points faibles. Les points forts, tant mieux, vous les avez. Les points faibles, c'est les points qu'il va falloir regarder et observer du coin de l'œil parce que ce sont les points faibles qui peuvent se transformer en problématiques. Donc plus vous aurez en amont euh, une identité des points faibles, mieux ça sera. Structurer ce collectif d'une façon ou d'une autre. Il y a toujours dans une résidence des bonnes volontés pour aller téléphoner, aller chercher des emails. Une bonne pratique aussi pour obtenir les emails, c'est de vous présenter à une assemblée générale, de vous déclarer président de l'assemblée générale et de récupérer le PV d'AG. Vous avez en votre main tous les noms, prénoms de tous les copropriétaires de la résidence. Et si vous avez un syndic assez collaboratif, vous pouvez même arriver à récupérer ce que vous pouvez récupérer sur le PV d'AG, ce sont les adresses postales. Si vous arrivez à récupérer les adresses email, c'est encore mieux, puisque aujourd'hui, à part d'envoyer 100 courriers, ça sera difficile de les joindre. Demander des expertises juridiques quand il faut demander un audit de bail au niveau de l'exploitation, demander un audit du contrat de syndic quand vous avez des doutes sur le syndic. Mettez la pression économique sur les acteurs, montrez que vous êtes soudés, montrez que vous êtes prêts à travailler et ne pas vous laisser faire. Négociez en parallèle, bien sûr. N'agissez pas comme des va-t-en-guerre, mais plutôt des gens qui sont prêts à se mettre autour de la table. Vous pouvez aussi changer d'exploitation, de mode d'exploitation ou d'exploitant quand cela est possible ou quand vous êtes engagé sur des voies qui commencent à devenir délicates financièrement pour vous. Et puis, dans certains cas, une sortie de patrimoine, un arbitrage, quand il faut peut-être se couper la main pour pas que le bras parte. Dans certaines situations, il faut que vous arbitriez parce que vous avez un certain âge, parce que vous avez une position économique qui fait que il n'y a pas d'autre solution que l'arbitrage et donc sortir de ce bien. Et c'est là où on peut vous aider puisque nous avons beaucoup, beaucoup d'expertise autour de nous, juridique, financière, etc., à mettre à votre disposition pour vous aider dans ces domaines-là. Pourquoi ça peut quand même être un produit intéressant et quand ça reste un produit intéressant pour la fiscalité, même si aujourd'hui il n'y a plus de mesures fiscales de type sensible ouvert comme vous l'aviez dans le passé, mais elles ne sont pas toutes arrivées à terme. Vous avez de la simplicité dans le fonctionnement. Alors c'est paradoxal avec ce que je vous disais, c'est simple, mais il faut quand même s'en occuper. Vous avez un rendement faible, mais vous avez quand même un rendement. Et donc, à condition de raisonner comme un investisseur financier, vous pouvez avoir un produit intéressant. Mais attention, ne raisonnez pas comme un investisseur immobilier d'immobilier classique. À qui s'adresse ce produit? Puisque je le disais, il n'y a pas de bon et de mauvais produit. Il s'adresse à des personnes qui ont
peu d'ambition en termes de revenus et de rendement, vous acceptez des rendements modestes. Si vous cherchez des rendements à 10%, c'est pas sur ce type de produit qu'il faut aller. Si vous voulez gagner beaucoup plus d'argent, c'est pas sur ce type de produit qu'il faut aller. Et il faut avoir une vision plus ou moins à long terme, puisque revendre au bout de 2, 3 ans, c'est pas ce qu'on fait de mieux sur ce type de produit. Et à qui ça ne s'adresse pas? Ça ne s'adresse pas à un usage personnel, ça ne s'adresse pas à de l'immobilier basé sur l'affect, et vous ne pouvez pas dire que vous achetez de la pierre, comme on peut l'entendre dans certains cas. Vous n'avez pas acheté un appartement en bien. Les bonnes questions à se poser, elles sont un peu la conclusion et la finalité de tout ce que j'ai pu vous dire. Les bonnes questions à se poser, c'est qui pilote l'exploitation? À qui j'ai donné mon bail commercial? Qui est votre syndic? Est-ce que vous avez un syndic efficace? Dans un syndic efficace, c'est un syndic qui va tout faire pour que vos charges de copropriété soient les plus basses possibles, puisque si on ne maîtrise pas vos charges de copropriété, on augmente vos charges. Si on ne maîtrise pas les intervenants, on augmente vos charges. Et donc, à partir de là, votre produit devient moins rentable. Qui sont les personnes, les copropriétaires comme vous, qui sont au conseil syndical? Le conseil syndical, ce sont des copropriétaires qui sont comme vous, mais qui ont une mission un petit peu plus détaillée au niveau du syndic, qui crée de la valeur et surtout, point intéressant, sur quel levier vous pouvez vous appuyer en cas de problème, qui viendra à votre rescousse. Là, il faut plutôt se tourner vers le conseil syndical, les personnes du conseil syndical, et qui va vous aider en cas de problème. Les 7 points à analyser si vous voulez acheter, et c'est aussi quasiment la conclusion, c'est la qualité de l'emplacement, la solidité de l'exploitant, la durée résiduelle du bail. Si vous achetez un bail à 8 ans alors que vous avez un renouvellement à 9 ans, vous êtes sûr que vous avez une année de visibilité. Après, vous remettrez tout sur la table et tout en question. Donc, vous ne savez pas ce que va donner le résiduel du bail. Quelles ont été les renégociations et les négociations dans la résidence, notamment avec des cycles antérieurs si vous en avez eu? Qu'est-ce qu'a demandé l'exploitant lors du renouvellement du cycle? Est-ce qu'il a demandé 10 000 euros de renouvellement pour les peintures, les matelas, etc. Ou est-ce qu'il est allé participer aussi à ces frais? Donc comment s'est-il comporté au niveau des négociations? Quel est l'état de la copropriété? Est-ce que c'est une copropriété en bon état? Est-ce que vous n'avez pas de problèmes structurels d'étanchéité ou d'autres problèmes de décennale sur la résidence? Et comment elle a été entretenue par la société d'exploitation? La composition des copropriétaires, bien sûr, essayez de voir si vous arrivez à vous parler. Et puis le rendement réel, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. En conclusion, le LMNP est un outil puissant, mais qui s'avère dangereux s'il est mal compris. Et je vous ai donné quand même beaucoup, beaucoup de cas où il y a de l'incompréhension vis-à-vis du produit. Le problème n'est donc pas le produit, mais c'est la manière dont on l'utilise et surtout est-ce que le produit, vous l'avez compris? Est-ce que le produit vous correspondait? Si oui, c'est parfait. Sinon, si vous achetez une voiture alors qu'il vous faut un avion, ou si vous achetez un vélo alors qu'il vous faut un autobus, vous allez avoir des problèmes. Donc, est-ce que le produit a vraiment été compris et répond à vos besoins? Chez Unicopro, donc notre mission, c'est vraiment d'accompagner les copropriétaires et de leur rendre la maîtrise de leur investissement par tous les éléments dont je vous ai fait part, site internet, webinaire, chaîne YouTube, tout ça, ce sont des points qui vont vous permettre de monter en connaissance. Et si vous le souhaitez, on peut faire un point sur votre résidence, sur votre situation personnelle. Et la dernière slide pour conclure, ce que l'on sait faire, c'est plutôt ce que vous avez à gauche, des gens qui rament dans le bon sens et qui vont tous ensemble avec une vision commune. Ce que nous ne savons pas faire et ce que nous refusons de prendre en termes de résidence, c'est quand nous avons des désaccords monstrueux, quand nous avons des conflits permanents, quand nous avons des décisions inefficaces. Il faut absolument qu'on gagne en sérénité pour pouvoir travailler. La partie droite de l'image ne permettra de jamais obtenir quelque chose de positif et au contraire, les résultats se dégraderont d'année en année. Une petite dernière phrase, l'objectif, ce n'est pas que 100 copropriétaires ensemble pensent pareil,
Ça s'appellerait de la dérive sectaire. L'objectif, c'est vraiment de construire une stratégie commune. Vous pouvez ne pas être d'accord avec les autres, vous pouvez avoir des visions divergentes, seulement n'oubliez pas que vous êtes des copropriétaires, vous n'êtes pas tout seul, vous ne décidez pas tout seul et vous devez décider avec le groupe des autres copropriétaires. Donc, même si sur tous les points vous n'êtes pas d'accord, l'objectif est vraiment que vous soyez prêts à construire une stratégie commune tous ensemble. C'était mon dernier mot, donc comme je vous l'ai promis, je vais couper ma présentation et je vais vous laisser la parole sur les différentes questions que vous pouvez avoir, les commentaires aussi si vous en avez. Donc vous pouvez ouvrir vos micros et poser vos questions. Qui se lance pour la première question? Bonsoir. Bonsoir. Comment formaliser une association de copropriétaires? Euh, en, en partant de zéro? Ben, quand on est des propriétaires individuels qui se trouvent face à un exploitant et face à un syndic, comment est-ce qu'on peut se structurer? Est-ce qu'il y a une structure juridique qui existe pour qu'on soit, comment avoir une action commune? Alors, il peut y avoir, alors les différents statuts juridiques pour avoir des actions communes sont variés. Le plus simple, le plus flexible, c'est de créer une association en loi 1901, donc créer des statuts et les déposer en préfecture du lieu où va se trouver la présidence de l'association. Et là, ça vous permet d'avoir un compte bancaire pour collecter des adhésions, parce qu'à un moment, de toute façon, il faudra un petit peu de moyens pour vous défendre. L'association est le meilleur moyen pour l'association en loi 1901 est le meilleur moyen pour vous réunir. Est-ce que dans le cadre de l'association du Pas du Loup, dont vous connaissez les problèmes, cette situation est ébauchée? Ben, pour l'instant, à Pas du Loup, vous êtes, on ne parle pas de créer une nouvelle association puisque vous avez tous rejoint Unicopro pour vous défendre. Donc pour Ah, l'instant, d'accord. on essaye de, vous n'avez pas de besoin, en fait, immédiatement, vous bénéficiez de toute la structure d'Unicopro et vous n'avez pas besoin de prendre une indépendance de votre côté et de créer une association. En dehors des problématiques qui ont amené cet appel à Unicopro, est-ce que quelqu'un a envisagé une révision des bails, des baux? Alors, dans le pas du loup, dans le pas du loup, on a été mandaté assez dernièrement sur vos problématiques. Là, on avait une mission juridique, on a une seconde mission, mais qui passe un peu derrière la mission juridique, puisque la mission juridique a pris le pas vis-à-vis de toutes les problématiques de mise en danger des façades qui tombent, etc. Donc là, il a fallu agir de façon urgente. Mais oui, le renouvellement du bail commercial avec votre exploitant Sowell est à l'ordre du jour. D'ailleurs, je vous ai écrit dans une note d'information il n'y a pas tellement longtemps que j'avais rendez-vous avec nos deux conseils chez Sowell, au siège de Sowell, avec la direction et la direction juridique le 4 juin prochain, je crois. Ah, je ne l'ai pas vu passer. Excusez-moi. Bon, bah, très bien, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. Est-ce que nous avons d'autres questions? Moi, je poserai, vous m'entendez? Oui. Ah, parce que pour moi, le micro est en rouge chez vous et pour moi, il est ouvert. Bon. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Vous, vous. Donc, comment auditer l'exploitant et son syndic? Alors, deux missions complètement différentes qui sont proposées par Unicopro, les deux. Auditer un syndic, c'est une prestation sur laquelle on a une tarification et on a vraiment un livrable derrière. Et c'est la même chose. Là, on va prendre le ou les baux commerciaux parce que dans certains cas, on a des différences de baux commerciaux. Donc, si on a 100 personnes avec le même bail, on va analyser un seul bail. Par contre, si on a 100 personnes avec 2, 3, 4 versions de baux, on va regarder toutes les versions de ces baux. Et donc là, on fait une lecture juridique du bail. L'expert juridique va mettre en avant les points forts, les points faibles et les axes D'accord. de travail. Et on est sur la même logique au niveau du syndic. Au lieu de prendre en référentiel
le bail commercial, on va prendre le contrat de syndic. Mais c'est la même chose. En fait, c'est analyser ce qui est écrit, voir si c'est équilibré juridiquement parlant. Et si on est sur du bail commercial, on va avoir plus un expert en droit commercial. Si on est sur du syndic, on va avoir plus un expert en droit immobilier. Et on va regarder si tout est bien équilibré, entre guillemets. D'accord. D'accord, merci. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de prix, s'il vous plaît, Bien sûr, de cette prestation? cette prestation est environ calibrée à 3 000 € selon la complexité, mais dans la majorité des cas, c'est 3 000 € hors taxe. Pour les, Pour laquelle? Pour le bail ou pour les deux? Pour les deux, Les deux. alors chaque prestation à 3 000 €, ce qui fait que comme on est dans des résidences à une centaine de lots sur ce type de résidence de service, ça vous fait un investissement de 30 € par personne. D'accord. donc, c'est 3 000 € Pour le bail et 3 000 € pour le syndic. d'accord, pour chacun. D'accord, ok. Pas pour chacun, oui. Oui, pour chaque entité. Oui. Mm. Voilà, parce que je sais pas. Alors, J'ai une question moi, entre deux sur TESA. TESA, on va lancer les négociations. Je vais vous faire un résumé rapidement. Bientôt, on va lancer les mises en demeure pour les indexations de baux qui ne sont pas effectives. Donc, Monsieur Edon, ou Madame Edon, pardon, TESA, on travaille dessus pour aller mettre en demeure, pour obtenir les indexations que vous n'avez pas depuis de nombreuses années. Ok. D'accord. Bon, c'était ma question. Je ne sais pas si on Voilà. m'entend. Oui, on vous entend. Oh, pardon. Bon, c'était ma question, vous avez répondu. Voilà, je l'ai lu en même temps. Mais par contre, le bail, on n'a jamais réussi à le renouveler, quoi. On est Alors, sur un il n'y a long pas. terme. Alors, je vais prendre peut-être une minute pour vous expliquer. Il n'y a pas d'obligation. Quand on a passé un cycle de 9 ans, il n'y a pas d'obligation légale de votre part ou de la part de l'exploitant de renouveler. En absence, vous pouvez dire, est-ce qu'on se met autour de la table, est-ce qu'on négocie? Si la réponse est oui, vous allez ouvrir les négociations et vous allez pouvoir remettre sur la table certains sujets. Si la réponse est non, que votre exploitant vous dit non, je ne veux pas renouveler, vous allez basculer dans ce qu'on appelle de la tacite prolongation. Et la loi française dit que les deux parties peuvent poursuivre une tacite prolongation de façon indéterminée. Vous pouvez continuer pendant 20 ans comme ça, sauf si une des deux parties met fin au contrat. C'est-à-dire, vous pouvez dire je mets fin au bail, je donne congé, ou votre exploitant peut dire je mets fin au bail, je donne congé. Le fameux déséquilibre de la loi française fait que si c'est l'exploitant qui donne congé, il vous donne un délai de 6 mois, il ferme la résidence et c'est à vous de chercher un autre exploitant ou une autre alternative d'exploitation. Si c'est vous qui donnez congé, malheureusement pour vous, vous devez passer par la case financière et vous devez payer une indemnité d'éviction à votre exploitant parce que la loi considère que vous vous étiez engagé à donner un outil de travail à une société et si vous retirez cet outil de travail, vous devez compenser de la perte financière que vous occasionnez. Donc malheureusement, on est un peu déséquilibré de ce côté-là. Mais vous n'avez pas d'obligation à renouveler le bail. C'est bien d'avoir un bail quand vous voulez vendre, parce que si vous voulez vendre, vous offrez de la visibilité quand vous avez un renouvellement, mais une résidence peut tout à fait fonctionner sans renouvellement de bail. Ok. Bon, par contre, moi, pour l'indexation, l'année dernière, j'avais envoyé un recommandé euh, que vous nous avez fourni. Et ils n'ont jamais répondu, de toute façon, hein. Ben, c'est là où il faut me mettre en demeure maintenant. Oui. Voilà. Hum. Donc, l'union fait la force, c'est avec vous. Merci. En tout cas, quand on est face à un exploitant qui ne veut pas payer, et ça peut-être aussi, je vais le développer pendant une minute pour que tout le monde comprenne, quand vous avez une carence de paiement, qu'elle soit d'indexation, de loyer ou autre, vous avez trois outils juridiques qui vont être à votre disposition. Le premier, c'est la mise en demeure. Là, c'est vous dites bonjour, vous devez me payer, merci de me payer. L'impact juridique est assez faible, c'est assez facile à mettre en œuvre et malheureusement, très souvent, les exploitants ne répondent pas. Le deuxième étage de la fusée, c'est le commandement de payer. Là, c'est plus chronophage, là, c'est plus précis. Vous devez déclarer votre dette au centime près, parce que si vous ne le déclarez pas
au centime près, vous pouvez être recalé sur votre demande. Vous devez donner votre commandement de payer à un commissaire de justice. Donc là, ça va vous coûter une centaine d'euros pour la remise en main propre par un commissaire de justice, les anciens huissiers de justice. Et là, vous allez sommer et commander le paiement de votre dette à un exploitant. Et l'exploitant va avoir 30 jours pour vous répondre. Si vous paye, c'est très bien. Si vous ne payez pas, vous pouvez saisir le juge des référés et demander la clause résolutoire, c'est-à-dire dire au juge, monsieur le juge ou madame le juge, mon exploitant ne respecte plus ses engagements contractuels, donc je demande par le biais du référé la résolution du bail, la clôture du bail. Voilà. D'accord. Ok, merci. Ok. Si je peux prendre la parole, Vous je voudrais pouvez. déjà vous remercier parce que franchement, c'est très très clair. Nous, on est, alors je vous connais pas. Je sais pas, vous m'entendez là? Oui, oui, je vous entends. Oui. En fait, je vous connaissais pas. Je vous ai capté sur Internet un peu par hasard. En fait, nous, on est Pierre et Vacances au Crotoy dans la baie de Somme. Oui. Et justement, on est en plein renouvellement de bail. Bon, je peux pas dire qu'il y a des catastrophes, hein. On n'a pas d'impayés, on n'a pas d'histoire comme ça. Bon, après, il y a des choses qui sont largement perfectibles. Et puis, dans le cadre d'un renouvellement de bail, c'est aussi l'occasion de se poser tout un tas de questions qu'on se pose pas habituellement. Et on a mis en place tout récemment une association justement de copropriétaires. Donc, je voulais vous le dire parce que, enfin, je voulais déjà donner une info qui peut intéresser tout le monde. C'est que justement, on a été confronté à ce que vous disiez, c'est-à-dire trouver les coordonnées des propriétaires pour arriver à se parler déjà, pour C'est très, très commencer. délicat et c'est très chronophage parce que c'est vraiment pas facile. Oui, alors je peux vous assurer que j'ai galéré pendant un bon moment et j'ai fini par l'année dernière me présenter en tant que membre du conseil syndical. Et à partir de là, j'ai demandé ensuite au syndic, en tant que membre du conseil syndical, à avoir la liste des propriétaires avec leurs adresses mail. Et précédemment, j'avais demandé à la CNIL si ils pouvaient me refuser, parce qu'eux, ils avaient refusé. Ils avaient donné les adresses postales, mais pas les adresses mail. Et en fait, la CNIL a donné l'autorisation. Apparemment, il y a eu une question qui a été posée au ministère pour ça. Et les syndics sont tenus de donner les adresses mail aux membres du syndic. Sans demander Euh, le consentement au préalable? non, sans demander de consentement, mais alors avec la règle de ne pas utiliser n'importe comment, de pas Bien sûr. revendre les trucs, de pouvoir, enfin de dire aussi qu'ils peuvent, comment dire, être retirés de la liste de diffusion quand ils veulent, enfin, mais en mettant toutes les précautions pour respecter les droits finalement de chacun. Mais Et dans la il mesure où c'est s'appuyait bien, sur quoi pour pouvoir accéder à cette demande? Ils se ben, sont appuyés. je pourrais vous passer la réponse de Ouais. la CNIL que j'ai gardée très précieusement Ah parce oui, que je oui, je sais que veux c'est bien parce que c'est un très des points les précieux. plus difficiles à mettre en œuvre. C'est ça. Et en fait, du coup, moi, alors j'ai un peu rusé parce que j'ai utilisé ça en tant que membre du conseil syndical pour détourner sur des questions de renouvellement de bail qui concernent notre gestionnaire. Donc, bon, c'était un peu tiré par les cheveux. Donc, j'ai fait très, très attention à ce que les adresses mail ne soient connues que par moi. Je les donne pas aux autres membres de l'association. J'écris pour eux, mais je leur donne pas les adresses. Et voilà. Enfin bon, voilà, il y a quelques précautions, mais n'empêche qu'on les a eues. Alors, sauf une dizaine qui étaient pas présentes. Je sais pas si ils m'ont pas donné un fichier à jour ou quoi. Mais enfin, globalement, on a quand même bien avancé avec ça. Donc ça, je pourrais Merci vous le pour ce donner de toute partage. façon. Oui, merci pour ce partage d'informations parce que je pense que déjà, moi, ça m'intéresse au niveau du Nicopo, mais ça peut intéresser d'autres personnes dans l'audience parce que c'est quand on démarre une résidence, c'est toujours le point le plus délicat à mettre en œuvre s'il C'est ça. n'existe pas et obtenir ces adresses. Oui. Donc, C'est ça, on a l'impression de devoir mendier pour avoir, d'essayer aux âgés de faire passer des feuilles et tout pour avoir des numéros de téléphone ou quelque chose. Enfin, j'avais commencé comme ça, mais c'était vraiment l'enfer. Bon, voilà, ça c'était l'information. Après, j'avais posé une question. Alors moi, j'en ai plein des questions parce que justement, on essaye, nous, par nos propres moyens, je dis on, c'est-à-dire l'association, on est, on va dire, une dizaine. Enfin, on a fait l'Assemblée générale constitutive avec quand même une vingtaine de personnes sur 80 propriétaires. Et on est donc une dizaine entre le conseil d'administration et les gens qu'on a essayé de mettre dans des groupes de travail thématiques.
Et on essaye, par nos propres moyens, de faire nos petites enquêtes et d'essayer de se construire de la compétence, comme vous disiez, mais c'est difficile, hein. Mais n'hésitez pas à me Alors, recontacter en parallèle parce que, comme je vous le disais, vous avez beaucoup de contenu disponible sur notre blog, sur notre chaîne YouTube où il y a énormément de contenu. Mais si vous voulez, on peut passer une demi-heure au téléphone et vous me posez des questions et oui, j'essaierai de vous aider. je vous rappellerai pour ces questions-là plus personnelles, enfin plus personnelles, plus spécifiques par rapport à cette Spécifique, ouais. association. Mm. J'en avais posé une dans le chat parce que c'est quand même un truc sur lequel nous, on bloque un peu et je pense que pour tout le monde, c'est un peu pareil. C'est qu'on s'est dit, bon, pour négocier quelque chose au niveau des baux, des augmentations de loyer, des indices, etc., enfin des choses un peu plus favorables pour les propriétaires, il faut pas qu'on aille non plus, justement, il faut qu'on se mette à la place du gestionnaire. Et il fallait qu'on ait un peu un avis, un visu sur les résultats économiques de Mm. l'entreprise, enfin de la résidence. Est-ce qu'ils vous sont Donc communiqués par Pierre et Vacances? voilà, ils sont communiqués sur 3 années. Donc on a analysé ça, sauf que nous, on n'a pas de point de comparaison. Et c'est pour ça que la question que je vous posais dans le chat, c'était est-ce qu'il y a des idées de ratio acceptables pour les deux parties, entre le bailleur et le preneur, Oui, 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 tout à fait. au niveau justement part des loyers versés par rapport aux résultats ou Oui. par rapport au chiffre d'affaires? Enfin, est-ce qu'il y a des... Ça, j'ai toute la documentation et si vous m'appelez, je pourrais mettre à votre disposition ces ratios et je pourrais vous aider de ce côté-là. Je Ouais, pourrais, c'est génial. avec un expert, vous faire une première lecture rapide. Est-ce que vous êtes dans les bons critères de reversion de loyer, par exemple, par rapport au loyer encaissé, ou est-ce que vous êtes dans une situation déséquilibrée où vous percevez trop ou pas assez de loyer? Oui, Voilà. En gros, est-ce qu'on a de la marge pour négocier? Parce que c'est pas la peine d'aller pleurnicher pour avoir des exactement. sous en plus, si de toute façon, économiquement, c'est pas tenable. Mais est-ce que Mais vous avez audité votre bail? Est-ce que vous savez de quoi vous alors parlez? justement, non, Hmm. non, justement. Parce Là, que j'ai ça, c'est noté. vraiment le conseil de base. Pour pouvoir Ouais. négocier, il faut vraiment savoir d'où on part. Ben, on avait bien envie, mais on savait pas trop à qui s'adresser, en fait. Ben voilà, Donc là, je pense qu'on est en vous train de avez trouvé un décoincer des candidat. trucs. Ok, Non, ben moi, par c'est exemple, je sais pas si ça peut intéresser d'autres personnes, mais donc c'est sur du tourisme. Et nous, ce qu'on a, enfin, moi en tout cas, ce qui m'avait interpellé dès le départ, et ce qui m'a aussi donné la pêche pour dire il faut qu'on fasse quelque chose, c'est que dans les résultats de la résidence, la part de loyer versé est égale à un tiers du résultat. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils ont versé les loyers, il leur reste 2 fois deux plus tiers. de somme pour leur résultat final qui va au siège. Donc la situation économique, autant sur le papier, doit être confortable pour eux. Portable, ouais, effectivement. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a quand même de la marge pour négocier une meilleure répartition entre les deux parties. Oui, tout à fait. Voilà. Donc nous, Mais on part de n'hésitez ça pour discuter, en fait. voilà, Ouais. n'hésitez pas à me recontacter, ce sera avec plaisir que je partagerai tout ce que je peux mettre à votre disposition pour vous aider. Ben oui, et puis du coup, si on doit adhérer à une ICOPRO, comme nous, on démarre tout juste là nos appels de cotisation, c'est l'association qui adhère ou c'est l'ensemble de chaque On a propriétaire? plusieurs modes de fonctionnement. Si vous voulez qu'on prenne toute la main, on va demander à des adhésions individuelles. Mais par contre, on a aussi des résidences où on aide l'association dans la résidence. Et donc là, c'est l'association qui aide, qui Qui cotise, cotise. pardon. Ok, d'accord, super. Bon, bah En merci fait, bien. on s'adapte à chaque situation. D'accord, très bien. Bah merci. Alors, si je peux interrompre là, je suis très intéressée, Madame Dominique Rémy, par justement le document du CNIL, de la CNIL, Oui, concernant les adresses. Là, elle se- très, très intéressée. Et ce que je je me vais doute faire, parce que c'est que je vais le récupérer et je le donnerai à tous Oui, les membres. Je le mettrai en compte rendu de tous les membres. Comme ça, vous n'allez pas demander. Il y a 80 inscrits, donc vous n'allez pas oui, recevoir oui. 80 demandes individuelles. oui, je pense que c'est mieux comme ça. Comme Oui, ça, vous le diffusez aux tout à fait. adhérents ou Tout Ah à oui, fait. oui. Hmm. Ok, Merci. pas de problème. Je vais le noter, je le fais. Hmm. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'aurais une question. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Par rapport au sujet précédent, sur la partie, la publication justement du bilan d'une résidence. Enfin, moi, j'ai été très surpris de voir que voilà, sur les investissements que j'ai faits, ça n'est pas publié. Ça a été demandé là sur la résidence Châtillon, là, je crois que vous avez échangé là, avec le président du conseil syndical. Oui.
et je ne l'ai pas vu forcément rebondir là-dessus, alors que pour moi, c'est la manière d'avoir une idée de comment elle fonctionne, la résidence. Je veux dire, elle est rentable, elle n'est pas rentable. C'est-à-dire que Exactement. l'équilibre qu'on doit rechercher, il est avec aussi une connaissance des éléments économiques. Alors, sachez que il n'y a pas d'obligation légale à communiquer les résultats, à moins que ça soit inscrit dans votre bail. Là aussi, on revient aux fondamentaux des baux. Mais si ce n'est pas écrit que votre exploitant doit vous remettre les comptes, ça reste sa décision de vous les remettre. Et quand il vous les remet, on a vu deux types de documents. On a vu des comptes Excel, entre guillemets, c'est-à-dire que je vous fais un compte d'exploitation Excel et je vous le donne. Ça, je peux y mettre ce que j'ai envie dedans. Donc, vous pouvez douter de certains chiffres si vous avez vraiment des choses qui vous choquent, ou alors vous demandez des comptes certifiés par un commissaire aux comptes. Et là, quand on a des comptes certifiés par un commissaire aux comptes, il n'y a plus de questions, il n'y a plus d'interprétation, vous avez de vrais comptes. Par contre, je connais très 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 peu d'exploitants qui donnent des comptes certifiés. D'accord, oui, donc Non c'est. plus, hein. Ok. Alors, je sais Non pas plus, si... hein. C'est un pauvre fichier Excel qu'on a, c'est sûr, hein. Après, d'un autre côté, vu les résultats qui sont quand même très en faveur de Pierre et Vacances dans les résultats, je me dis que peut-être que c'est pire en fait. Mais en tout cas, déjà pour nous, ça nous semble assez déséquilibré. Voilà. Mais voilà, c'est difficile d'aller demander un compte certifié. Alors juste pour la petite anecdote, on est en train de changer. Il y a des résidences ce soir dans la réunion d'une résidence qu'on est en train de changer en mode d'exploitation différent. C'est-à-dire que on a une sortie de bail commercial par un protocole, donc on a récupéré les appartements et on a quitté le bail commercial et là on en met cette résidence, c'est une résidence de tourisme sous mandat de gestion avec une conciergerie à revenus mutualisés. Pour la petite histoire et pour compléter la description, c'est nous qui, avec notre avocat, qui écrivons le mandat de gestion pour donner de la confiance et équilibrer les droits et devoirs. Et ce que l'on a fait ce que l'on a écrit clairement dans le mandat de gestion, c'est qu'on demande à la société d'exploitation de nous fournir tous les ans des comptes certifiés par un commissaire aux comptes. Donc là, on l'a inscrit dans le marbre et ils ne pourront pas échapper. Ils étaient d'accord pour le faire, mais contractuellement, on a verrouillé la situation et on est sûr que à chaque bilan, on aura des comptes certifiés. Mais excusez-moi, mais quand l'exploitant est une société commerciale, elle a l'obligation de déposer ses comptes au greffe, au tribunal. Oui, mais elle a pas, elle peut ne pas vous les donner. Et je peux la récupérer auprès du tribunal, chez société.com, non? Et elles y sont pas toutes sur société.com. Ah, d'accord. Elles y sont pas toutes. Il Oui, y puis a, peut-être que alors, le risque, ouais, pardon, le risque, c'est peut-être aussi d'avoir le résultat final de la société, mais si elle a plusieurs résidences, vous n'aurez pas l'analytique de la résidence, en fait. Exact. c'est un problème, oui. Ça peut être un problème, oui. Ou alors, si elle a plusieurs exploitations, comme un hôtel aussi, Oui, oui. comme autre chose. Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend Oui. très bien. Ah, parfait. Je souhaitais savoir au niveau des travaux demandés par l'exploitant, comment on peut vérifier la véracité de la chose si on n'est pas sur place. Est-ce qu'on a accès à l'état des lieux d'entrée, de sortie des locataires? Alors, les travaux, vérifier la véracité, ça c'est un problème qui est assez chronique, assez récurrent sur les résidences. Et là, on a des comportements d'exploitants complètement variables. On a des exploitants qui vont mettre à disposition des preuves évidentes de changement d'équipement et d'autres qui vont se faire tirer les oreilles en disant on a fait des travaux de caractère urgent, parce que vous savez que dans l'immobilier, on a des travaux de caractère urgent. Donc, ils vont se couvrir derrière ce prétexte-là pour faire des travaux et vous envoyer une facture, ou alors, encore pire, de faire des travaux, ne rien vous dire et vous déduire ça des loyers. Donc ça, il faut vraiment aller regarder comment est rédigé le bail commercial, comment la partie des travaux est envisagée et si le bail commercial fait mention de preuves, vous pouvez tout à fait demander ces preuves. Alors, il ne fait pas mention de preuves. Par contre, il y a des montants maximum qui sont fixés.
Et ben, les devis qu'on a eus sont nettement supérieurs. Vous avez la capacité de tout rejeter. Ok, ben, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, on est en contact à quelques copropriétaires pour voir un peu ce qu'il en est. Est-ce qu'on peut faire appel à des entreprises différentes de celles proposées par l'exploitant? Vous pouvez mettre en concurrence sur certains travaux, oui, si économiquement vous y gagnez, oui. Par contre, attention, si on parle de travaux peinture, vous ne pouvez pas prendre votre seau de peinture et votre pinceau et aller refaire vous-même les peintures, par exemple. Non, c'est les travaux de moquette à Océane Bray. Ok, oui, vous avez la possibilité d'apporter. On le voit souvent dans certains renouvellements quand les copropriétaires. En ce moment, on est en train de discuter avec une résidence de tourisme du côté d'Antibes, où les copropriétaires sont allés demander à des entreprises locales de fournir des devis pour voir si ce que l'exploitant proposait était cohérent vis-à-vis du prix du marché. D'accord. Et si tous les devis sont supérieurs au montant prévu dans le bail? Là, vous avez le droit de demander le réajustement des devis vis-à-vis de votre... vous pouvez limiter le paiement à ce qui a été défini contractuellement. Et je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Un robinet qui est calibré à 100 euros sur votre bail commercial, si même vous ne trouvez pas à moins de 130, l'exploitant ne peut pas vous le facturer plus de 100 euros. C'est à lui à prendre la différence. D'accord. Mais si il nous demande de signer le devis, à partir du moment où on signe le devis, on Alors, mais accepte la dans ce cas-là, ne signez pas le devis ou faites mention que vous ne signez que pour à concurrence de 100 euros. OK. Et donc, ils acceptent ou ils acceptent pas. Et ils ont le devoir d'accepter. D'accord. Après, je le dis souvent avec beaucoup d'humour, c'est pas parce qu'ils ont le devoir d'accepter quelque chose qu'ils vont le faire, et quand ils ne le font pas, c'est à vous de décider si vous allez les chercher ou pas. D'accord. Et malheureusement, aller les chercher, c'est là où ça devient compliqué quand on est tout seul, parce que si vous subissez tous les frais de justice tout seul, selon Oui, les montants engagés, ça vaut même pas la peine d'aller oui. les chercher, malheureusement pour vous, parce que c'est leur laisser la possibilité de faire ce qu'ils veulent. OK. Mais si vous allez engager une expertise de 3 000 euros alors que vous avez une facture de 500 euros à payer, malheureusement, je vais vous dire, n'y allez pas. Je n'en veux pas la chandelle. Eh oui, eh oui. Alors, la question que je me posais, parce que dans mon cas particulier, dans le cas d'autres personnes, pour justifier les changements de moquette, ils ont envoyé des photos de tâches. Alors, les tâches, ce n'est pas forcément de la vétusté. Non. Et je sais qu'il y a des états des lieux d'entrée et de sortie et qu'il y a des retenues sur les cautions Oui, tout à fait. versées par les locataires. Mais ça, le propriétaire n'en voit jamais la couleur. Non. Et si la moquette est tachée, ça rentre plus dans un problème de Ça peut être caution. apparenté à un défaut de responsabilité vis-à-vis des états des lieux entrants ou sortants, ou en tout cas, ça peut être apparenté à un défaut d'entretien et de maintenance. Comme je le disais dans ma présentation, vous pouvez avoir des résidences qui sont mal entretenues, et de fait, c'est pas parce que l'exploitant ne va pas faire son travail sur les états des lieux entrants et sortants, va fermer les yeux ou même pire, va encaisser des cautions et ne pas les utiliser pour remettre en état quelque chose qui avait été dégradé. Si c'est le cas, vous pouvez aller les chercher en responsabilité. Ok. Mais on est sur quelque chose qui devient un petit peu délicat. J'avais une autre petite remarque qui n'a rien à voir avec ça, qui concerne le régime réel. Dans dans toutes les sessions que j'ai écoutées, on parle jamais des avantages fiscaux des loyers qui sont défiscalisés. Parle toujours des dispositifs sur 9 ans, mais quand on est au régime réel, Ah, que vous on peut se utilisez débrouiller pour avoir l'amortissement, des oui. loyers. On vous entend plus. Ah, je ne vous entendais plus non plus. Dans le cadre du régime réel, est-ce Oui, que vous m'entendez?
Oui, tout à fait. Euh, on peut se débrouiller pour avoir un loyer qui est défiscalisé pendant un certain nombre d'années. Avec le levier de l'amortissement, oui, tout à fait. Tant que le gouvernement le maintiendra, puisque depuis quand même deux, trois lois fiscales, les dernières lois fiscales, ils commencent un peu à tirer à boulet rouge sur ce fameux amortissement, puisqu'il y a en 2025, ils ont utilisé l'amortissement pour le réinjecter dans le calcul de la plus-value. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que ça voulait dire, mais Oui. malheureusement, ça a un impact assez négatif sur l'amortissement. Parce que l'amortissement, vous avez tout à fait raison, c'est un outil assez puissant pour ne pas payer d'impôts sur ce type de revenus, tout à fait. Et est-ce que toutes les résidences sont concernées, les EHPAD et Ah les oui, 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 oui. résidences Oui, oui, étudiantes? c'est votre statut LMNP, c'est pas la typologie de votre investissement. Ok. Vous pouvez même, je vais aller même plus loin dans la démonstration, ça peut aller, vous achetez un appartement en ville, vous mettez un locataire et vous utilisez l'amortissement. En LMNP, c'est pareil, vous avez ce levier fiscal à votre disposition. Ok. On n'est pas que sur de la résidence de service. On est sur vraiment un Et loyer. la, et la réintégration au niveau de la vente? Là, elle est aussi commune à tous les biens, oui, tout à fait. Mais vous avez Ok. compris à quoi ça correspondait ou je voulais que je vous en dise deux mots en 30 secondes? Non, normalement, je comprends. Ok. Merci De pour rien, ces bonne soirée. réponses. Est-ce qu'on a d'autres questions? Merci. Une autre, moi. L'état des lieux est-il obligatoire? L'état des lieux, lequel? Entre exploitant et locataire? Oui, enfin locataire. C'est-à-dire c'est une exploitation, enfin c'est une résidence touristique. Donc on a un exploitant, il y a les estivants. Est-ce qu'il y a un état des lieux obligatoire pour Euh, les estivants? oui, tout à fait. Il doit faire un état des lieux entrant et sortant. Oui, tout à fait. Ils ne le font pas. Il n'y a pas d'état des lieux de fait. Mm. Après, autre question, comment va apparaître, mais j'ai compris qu'il y a une vidéo, sur YouTube, une vidéo là-dessus, comment va apparaître par l'intermédiaire de la facture électronique les loyers, C'est-à-dire, les loyers que l'on perçoit? oui. Oui. Il va falloir mettre en place à partir de septembre Hum. 2026 et septembre 2027. Septembre 2026, ça ne concerne que, puisque là, on a un statut fiscal LMNP avec un statut fiscal. Donc, il va falloir être prêt en septembre pour recevoir les factures électroniques. Dans le cas de la résidence de service, je ne pense pas qu'on ait beaucoup de réception de factures. Par contre, septembre 2027, il va falloir émettre ses propres factures. Donc, eux vont être obligés de passer par là. Ah C'est oui, oui, oui. Ah oui, il n'y a pas d'exception de fait à une règle française de droit sur la facturation électronique. Personne d'accord. n'y échappera. Maintenant, la question est comment ça va se passer? Est-ce Oui. que aujourd'hui les exploitants se mettent à la place des copropriétaires pour émettre leurs propres factures? Est-ce que demain, ça va être ce même système qui va continuer? J'émets des doutes parce qu'il faudrait qu'ils aient des systèmes informatiques avec des plateformes qui permettent d'intégrer. Par exemple, je connais un exploitant qui a 6000 appartements. Il va falloir qu'il fasse 6000 factures avec 6000 identités fiscales différentes. Ou est-ce que ça va être les experts comptables? C'est un sujet qu'on a abordé et qui est sur notre chaîne YouTube. Oui, tout à fait. D'accord. Et en ce moment, ils nous prélèvent parce que on a, on a quand même 30% de nos propriétaires qui sont sous une forme de bail particulière avec l'autorisation, la possibilité de loger dans son appartement pendant 22 semaines sur 52. Mm. Un décompte des charges dont on ne sait absolument pas ni comment ça se passe, ni le comment, ni pourquoi. Mm. Avec des déductions de travaux dont on n'a pas de justificatif ni de facture. Oui, là, faut demander des justificatifs. Ouais. Mm. On les a pas. Mais là, ils seront obligés de le faire. Oui, oui, ah oui, il n'y a aucune facture qui passera après septembre D'accord, 2027 en dehors du système de plateforme de facturation électronique. d'accord. À nous d'être prêts et de mettre. Oui, ça c'est un point qu'on a évoqué lors de nos webinaires. Il faut vraiment se préparer et savoir comment
chaque copropriétaire va gérer? Est-ce que c'est son comptable qui va lui proposer une plateforme de gestion de facturation électronique? Est-ce que c'est l'exploitant? Il faut vraiment commencer à en parler. Bon, on n'est pas obligé de prendre la même plateforme que son comptable. Non, c'est une option. Après, c'est... Non, 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 non. Non. D'accord. Ok. Mais quand on a un comptable qui fait ses déclarations, il vaut mieux être, d'un point de vue pratique, il va falloir mieux être sur sa plateforme à lui. C'est plus facile, hein, C'est plus facile, oui. ça c'est sûr. Mais mon comptable me dit que bon, pour lui, ça lui était complètement égal. La seule chose, c'est que bon, ils vont facturer l'accès à la plateforme, quoi. Et comme on est peu émetteur de factures, je Mm. comprends très bien on a peut-être intérêt dans ce sens-là à ne pas, pour l'instant, adhérer à leur plateforme. Parce que je le connais personnellement, donc c'est un nécessaire qu'on s'y rend compte, Et c'est un dossier sur lequel il faut vraiment commencer à s'y pencher, oui. Mm. effectivement. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? Une question au niveau des loyers. Oui, Nous, c'est TESA à Biot. oui, Donc, il paie les loyers tous les 3 mois. oui. Normalement, il devrait les payer tous les mois. Oui, je sais, oui. Je vais aller le chercher là-dessus, oui. Oui, oui. Ça va faire partie de ma mise en demeure. À mon avis, quand même, des loyers encaissés tous les mois et refacturés, et reversés 3 mois après, c'est pas mal quand même en trésorerie. Oui, oui. Ouais. Mais c'est à mon agenda d'aller le chercher sur l'indexation et sur le respect du paiement des loyers. D'accord. Du terme du paiement des loyers. Parce que déjà, ils ont commencé à envoyer différemment là, Mm, les loyers. Ils les envoient séparés, alors qu'avant, ils les envoyaient pas séparés. mm. Non, mais c'est prévu. Par contre, l'indexation, tiens, je vais vous poser une question peut-être bête, mais je ne sais pas si ça existe, une question bête même. Il n'y a Non, pas ça de question, n'existe pas. il y a pas de question bête. Je ne crois pas. Mais vous voyez, ils n'ont pas indexé. Donc, depuis, je ne sais plus combien ça fait, 6 ans. 6 ans que vous n'avez pas eu Ouais. d'indexation. Et eux, de combien ils indexent leur loyer? Est-ce qu'on peut le savoir, ça, chaque année? Vous pouvez leur loyer Ça vis-à-vis du serait intéressant. locataire, vis-à-vis du locataire, vous voulez parler. Oui, tout à fait. Vous pouvez le regarder dans les comptes qu'ils vous fournissent et vous pouvez le regarder sur leur site si c'est visible. Ouais. Et vous savez, comme moi, ils fournissent Mm, vraiment compte-gouttes. J'arrive même pas à avoir une adresse mail mm. pour faire des mails à la comptabilité. Est-ce que vous l'avez eu, vous? Non, depuis quelque temps, non. Ouais, Mais non, c'est pas facile de savoir de combien ils indexent leur loyer. J'ai envie de dire, ça fait partie un peu de leur gestion à eux et ils ont décidé de pas trop communiquer non, là-dessus. mais ça, à la limite, on peut s'en moquer, Mm. mais on s'en moquerait si l'indexation était faite. Ben, si on va plus loin, on a là une indexation qui n'est pas faite aux bailleurs et on a une indexation qui est sûrement faite au niveau des locataires finaux, mais on a aussi certains cas, je le disais tout à l'heure, il y a une résidence où ils ne payaient pas depuis 1 an et demi. Donc, par contre, depuis 1 an et demi, il encaissait des loyers. Ouais. Oui, enfin, il faut tout réclamer. Il faut aller réclamer la taxe d'ordure ménagère. Il faut aller réclamer l'indexation. Parce qu'il y en a qui la demandent, l'indexation, en début d'année, et ils l'ont. Oui. Et Mais ça, je vais ouvrir une parenthèse un peu plus précise sur TESA. Quand j'ai eu le patron, Monsieur Lubrano, je lui ai dit, il faut qu'on discute de TESA. Il m'a dit oui, pourquoi? Je lui ai dit pour l'indexation. Il m'a dit comment ça l'indexation? Je lui ai dit ben, vous ne faites pas l'indexation. Il m'a dit oui, je sais. J'ai dit pourquoi? Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Parce qu'on me la demande pas. ben oui, mais voilà, voilà. Et à ça, j'ai répondu, mais pourtant, c'est une obligation contractuelle que vous avez signée. Oui, mais on me la demande pas. Comme me la demande, je la ferai. Donc, Alors attendez, moi je l'ai demandé cette année. C'est pas pour ça que je l'ai eu. oui, voilà. Alors vous savez, Mais bon, là, on a un exploitant. Alors, je parlais de différents exploitants. Là, on a un exploitant qui fait un peu ce qu'il veut quand il veut et comme il veut, où il veut. Voilà. ils sont un peu tous comme ça, hein. Non, non, non. Heureusement. Bon, d'accord. Ben, écoutez, merci. De rien. Je voulais peut-être revenir, si je peux me permettre, sur le sujet à la fois de la facturation pour le compte 2 par l'exploitant et sur la réforme de la facture électronique. Par rapport à ce que vous avez dit, ça me questionne.
Je vois là, j'ai un contexte effectivement dans lequel il nous fait une facture annuelle, j'allais dire, et puis après avec un échéancier de règlement. Mm. Donc c'est quand même très pratique et très confortable parce que voilà, quand je vois, vous connaissez le Mégara, enfin, j'ai dire, où il y a des factures qui partent tous les mois, c'est l'enfer en termes de gestion. Mm. Voilà. Le, le- et le deuxième point, c'est que donc pour moi, c'est plutôt un bon modèle, en tout cas facile. Mm. J'en vois peut-être pas les impacts. Et la deuxième chose, c'est que je vois pas forcément Je vous l'impact. préciserai un impact que vous ignorez, je vais vous le préciser Bah, aussi. c'est pour ça que Mm. Et le deuxième sujet sur la partie facture électronique, parce que pour le coup, enfin, le principe, enfin, voilà, s'ils émettent la facture, ce que je veux dire, c'est que l'adresse du récepteur et la plateforme du récepteur, elle est sur l'annuaire. Donc, Mm. dit autrement, ils n'ont pas besoin de connaître les 6000 plateformes de leurs 6000 Mm. clients. Mm. Donc, je vois pas bien l'impact pour eux en termes techniques et de gestion, indépendamment peut-être d'aspect, voilà, sur le Mm. fond. Mais est-ce qu'ils vont vouloir le faire? Ça, je ne le sais pas non plus. Mm. D'accord. Donc ça, il faut leur demander en fait. Oui, Mais tout à fait. Par et contre, l'impact que vous ne connaissez pas, c'est que ouais. légalement, si vous n'émettez pas votre facture, en fait, ils émettent une facture pour vous et ils y mettent un loyer de 150 euros. Si vous vouliez un loyer, si votre loyer était de 160 et qu'eux, ils ont mis de 150, vous avez peu ou pas de moyens d'aller contester parce que vous avez émis une facture. Ben, on a le bail quand même. Oui, d'accord, mais vous avez émis une facture. On commence à Ah, glisser d'accord. sur du Ok. juridique. Ok, Hmm. d'accord. Non, non, j'essayais de Oui, comprendre un oui, peu plus. mais vous avez émis un titre de paiement de 150 euros. Même si votre bail est à 160, vous avez des risques que le juge vous dise, mais je suis désolé, votre titre de paiement est à 150. C'est pour ça que ça, c'est un élément qu'on connaît peu. Ok, effectivement, j'avais pas ça, j'avais pas forcément vu ce point. Merci. De rien. Après, on a une question. Combien de temps doit-on rester en LMNP sans compromettre l'avantage fiscal? J'ai besoin d'un peu plus de détails. Qu'est-ce que ça veut dire compromettre l'avantage fiscal? Le statut LMNP, vous pouvez le garder à vie si vous avez des biens qui sont de l'ordre de moins de 20 et quelques mille euros, je crois, sur les revenus, mais il n'y a pas de limitation du LMNP. Par contre, je pense que derrière, c'est peut-être la question de l'amortissement qui est Mm. sous-jacente. Et là, vous pouvez garder votre amortissement jusqu'à concurrence d'arriver à zéro en valeur résiduelle du bien que vous Mm. avez amorti. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a une question aussi côté canal. Quels principaux constats avez-vous pu faire sur l'état de la résidence? Ben là, j'ai déjà communiqué sur mes notes hebdomadaires. Avez-vous une idée plus précise de la date de résiliation de l'audit des comptes et notamment des charges facturées? Tout ça, référez-vous à ce que je vous envoie toutes les semaines en termes de mise à jour. Pour vous donner 10 secondes d'update sur Côté Canal, on démarre l'audit. J'étais sur la résidence il y a à peu près 3 semaines et j'ai vu la direction d'Odalis sur votre résidence. Je retourne à Salel-d'Aude vendredi avec monsieur le maire de Salel-d'Aude qui veut voir la résidence et aussi l'office de tourisme. Donc on aura une fin d'audit vers la fin du mois de juin pour pouvoir vous proposer les business plans et les solutions de reprise d'exploitation après le congé qui vous a été donné par Odalis. Mais pour Côté Canal, tous les vendredis, vous recevez un update de la situation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Petite question concernant le pas du loup Isola 2000. Oui. Le référé d'heure en heure devait avoir lieu semaine passée. J'ai reçu, on avait le webinaire à 19 heures, j'ai reçu le référé à 18h45, donc j'ai pas eu le temps de vous en faire part. Ok. Demain matin, 9 heures, j'ai un rendez-vous avec l'avocate Maître Colin pour faire un débriefing. À ce que j'ai lu en travers et très vite en raccourci, il est en votre faveur. Donc, on a obtenu de la part de la juge satisfaction sur le référé de Runner et Maître Bienfait semble condamné. D'accord, c'est une bonne chose. Voilà, mais voilà, j'ai sauté dans le webinaire et j'ai pas pu vous envoyer comme j'avais promis de faire un retour. Mais dès demain matin, vers 10-11 heures, vous me laissez le temps de discuter avec Maître Colin pour qu'elle puisse me donner les détails digestes de la procédure parce qu'il y a 40 pages de jugement. Donc, je vous mets tout ça en œuvre pour demain matin.
Très bien, je Mais vous remercie. sachez qu'il est favorable. C'est le principal. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sur Oui. Alors, l'indexation, si allez-y, allez-y. non, 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 je vous en prie. On ne va pas se battre. Moi, Dis-moi. j'avais des questions plutôt générales. En fait, c'était comment on peut communiquer sur, enfin, ou en tout cas diffuser ce webinaire et peut-être d'autres parce que je ne les connais pas, de votre association, Ben, vous les soit avez par la base tous. de. Alors, tous les webinaires sont sur la chaîne YouTube. Je vous expliquerai comment les regarder. Parce qu'en fait, j'aurais voulu les partager avec les membres de notre association pour les sensibiliser. Ben, vous partagez la chaîne YouTube et vous leur demandez de s'abonner. Comme ça, automatiquement, ils auront les webinaires à disposition. D'accord. Et ça, je Donc vous sur la chaîne expliquerai. YouTube. Voilà, je vous expliquerai. Je vous ferai un petit. Après, quand on se sera parlé en off, je vous donnerai tous les liens, la chaîne YouTube, D'accord. les contenus, le site internet, tout ça. Ouais, après j'avais encore deux autres petites questions, enfin petites, générales. C'est est-ce que Unicopro prévoit de mettre en relation les associations entre elles? Parce que je trouve que Alors, c'est oui. intéressant. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionne le NicoPro et en fait, dans le chat, vous allez avoir le lien de la chaîne YouTube. Emeric est en train de vous le mettre à disposition. Il va arriver. Comment on fonctionne au niveau de... J'ai oublié de vous le préciser pour ceux qui ne nous connaissent pas. On a deux organes traditionnels des associations. Bien sûr, on a un conseil d'administration qui gère les directives et les directions de l'association, mais on a aussi un conseil des résidences. Conseil des résidences, c'est quoi? On invite tous les mois à une réunion d'une heure. En général, on essaye d'avoir un membre de chaque résidence que l'on gère. Et là, on va mutualiser toutes les connaissances. C'est-à-dire que par exemple, demain soir, il y a le conseil des résidences à 19 heures. Vous devez avoir, à mon avis, une vingtaine de résidences demain soir, avec à minima un représentant pour chaque résidence. On a une actualité que l'on partage directement, et puis après, on a un tour de table de chaque résidence, et chaque résidence vient échanger, poser des questions. Par exemple, vous pouvez poser la question, est-ce que quelqu'un a eu des problèmes sur l'indexation? Et là, vous avez immédiatement le collectif qui se Oui, met en c'est route. ça. Ce que vous avez vécu, vous, de votre côté, par exemple, la CNIL, ça serait un super sujet à partager en comité des résidences. Donc, c'est de la Mhm. mutualisation d'informations. Et ça, c'est important de savoir que chaque fois qu'une résidence démarre avec nous, en fait, elle ne démarre pas de zéro immédiatement, elle bénéficie de l'expérience des autres résidences. Ça, c'est vraiment génial. Et ça, C'est ça vraiment fonctionne bien. très très bien parce que bon, on va pas dire que tous les sujets sont les mêmes, mais une grosse partie des sujets, vous les rencontrez toutes et tous dans les résidences et il y a beaucoup beaucoup de points communs, hein. Bah oui, puis des fois, on galère pour trouver des solutions ou des réponses à certaines questions. C'est sûr que si on peut les mutualiser, on gagne du temps tous, hein. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ça depuis maintenant plusieurs années et que c'est un Mm. réel succès et que ça permet aussi de monter en compétences parce que ben, même moi, hein, j'apprends à chaque comité des résidences, je peux apprendre des choses nouvelles de la part d'une autre résidence. Et Bien immédiatement sûr. après, une fois qu'on l'a appris, on peut la mettre à disposition à d'autres personnes. Ouais, c'est super. Et ma dernière question, c'était aussi parce que je ne connaissais que la FNA-PRT comme fédération un Alors, peu générique pour les résidences. il en existe des dizaines et des dizaines d'associations Ah comme bon, la bah, nôtre. j'en connaissais qu'une, enfin, on m'avait parlé que d'une. Oui. Mais comment vous travaillez ensemble ou pas ensemble? Enfin, ça se passe comment, vos différences? C'est Ah quoi ben, vos les atouts à votre différences, avis? Enfin, si je résume un petit peu les différences, c'est un peu l'ADN de ce qu'a vécu l'association par rapport à ses expériences, etc., qui ont fait développer des compétences ou une approche particulière. Ce que l'on peut dire au niveau de l'association Unicopro, c'est que nous, notre marque de fabrique, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de ne pas attaquer direct en juridique, c'est d'essayer de se mettre autour de la table pour trouver des solutions, parce qu'on ne cesse de répéter qu'un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès. Donc on ne va pas tirer à boulet rouge directement, comme peuvent le faire parfois certaines associations. On va essayer de hmm. comprendre où vous êtes, on va auditer votre situation, et puis après on va essayer de trouver des solutions sans avoir à sortir l'artillerie juridique, parce que on a constaté en disant que quand on tombe dans ce que j'appelle le sillon juridique, souvent il est difficile d'en sortir, c'est-à-dire vous payez des honoraires pour payer des honoraires après.
Ouais, puis c'est très très long et ouais, ça doit être fatigant comme tout. Ouais. Exactement. Ok, Donc, d'accord. notre marque de fabrique, c'est d'essayer de vous créer le maximum de collectifs pour que vous ayez un maximum de connaissances et surtout trouver des solutions gagnant-gagnant. Parce que je l'ai mis dans ma présentation, il est hors de question que les copropriétaires déshabillent l'exploitant et il est hors de question que l'exploitant déshabille les copropriétaires. Chacun doit y trouver son compte. Si vous y trouvez pas votre compte, ça ne fonctionnera pas. Ouais, je suis d'accord, je dis toujours, on est dans le même bateau pour moi. Oui, Le oui. gestionnaire, et c'est d'ailleurs comme ça qu'au début on a fait confiance parce qu'on s'est dit, eux, ils ont intérêt à ce que la résidence soit efficace, rentable et pérenne. Mm. Et du coup, bah, nous, c'est tout, c'est tout bénef pour nous puisqu'on a on a les mêmes objectifs en fait. Ouais, sauf qu'en fait, oui, ils ont les mêmes objectifs que nous, mais ils servent quand même pas mal, quoi. Mm. Donc voilà. Et sinon, nous, on n'a pas intérêt non plus, effectivement, à ce que le preneur soit en difficulté, parce que de toute façon, on le retrouvera, on sera dans le même bateau que lui. Exactement. Vous avez le lien YouTube, mais autrement, on se parlera de toute Oui, façon. merci. On Merci se bien, parlera en je séparé. vais l'enregistrer. Merci. Et puis, j'ai un message de CB Jo, je ne sais pas qui c'est. Comment avoir accès au comité des résidences? Mais il faut que la résidence soit déclarée gérée et en général, vous avez un copropriétaire à minima de la résidence qui est invité. Donc, je ne sais pas de quelle résidence vous faites partie, mais peut-être qu'il y a déjà des représentants de votre résidence au comité des résidences. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ah si, peut-être une, si c'est encore faisable. Ah, c'est la dernière, hein. Là, le crédit est épuisé pour vous, hein. On D'accord. avait un droit de pas un temps de parole. Voilà, tout à fait, tout à fait. C'est comme en politique. Pour l'indexation, est-ce qu'elle est obligatoire ou pas? Le bail commercial. Ah, mais d'accord, donc le bail commercial nous la donne tous les 3 ans. Voilà. D'accord, ok. Et dans quelles conditions elle doit être calculée, le bail commercial? D'accord, ok. Tout est écrit dans, j'ai envie de dire, c'est un peu la Bible. Donc, c'est pour ça que je précisais dans ma présentation, une connaissance et une lecture du bail commercial est fondamentale C'est parce qu'on a fondamental. beaucoup, beaucoup, Ouais. beaucoup de réponses. Mm. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, j'en avais quand même encore une. Enfin, de toute façon, j'en ai plein en fait, hein, mais il y a un truc Vous sur savez ce lequel qu'on on va s'est un faire? peu. On va congédier tout le monde et on finit la réunion tous les deux. Non, mais ça peut intéresser du monde, je pense. Non, mais C'est, c'était de Oui, oui, l'humour. moi je m'y mets aussi. c'est en fait la question des indemnités d'éviction. Oui. Nous, on a découvert qu'on avait des indemnités. Alors, c'est un peu le retour négatif des résidences qui fonctionnent bien, puisque l'indemnité d'éviction, elle est fixée sur la base du chiffre d'affaires de la résidence. Donc, forcément, plus ça fonctionne bien et Et plus d'autres petits paramètres, hein. C'est pas un calcul scientifique de je prends mon chiffre d'affaires et je prends 2 années. C'est une interprétation de l'exploitant de ce qu'il considère perdre si vous lui retirez son outil de travail. Donc, il n'y a pas de règle écrite juridiquement parlant. Il peut demander une somme. Après, cette somme, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Et chaque fois qu'on n'est pas d'accord, ben, il faut aller devant le juge. Donc voilà. Mais ouais, c'est ça. voilà, C'est quand même lourdingue. Ouais. oui, on a des cas où on est passé dans une résidence. On est passé il y a 2 ans avec une indemnité d'éviction qui devait être auprès des 10 000 euros. Et 2 ans après, une demande d'indemnité d'éviction à 28 000 euros. En 2 ans, on a pris 20 000 euros d'inflation. Oui, alors nous, je vais vous dire, on a réussi à avoir au début, pour qu'on connaisse à peu près le montant de nos indemnités d'éviction fictives, hein, juste pour avoir l'information, ils nous demandaient de faire la démarche par un huissier de congé, enfin, de De c'est demander le le bail, congé. quoi. Mm. Ouais, voilà. Et bon, alors forcément, ça Qui nous est pas tellement sympa de leur part parce que vous payez quand même non, le commissaire de justice c'est pour pas ça. Puis grand-chose. Ouais. ça freine de commencer à aller chercher un huissier pour faire ça. Bon, c'est bon, Mm. quoi. Mm. Surtout quand on n'a pas l'intention, franchement, de le faire. C'était juste pour savoir. Et du coup, bon, on a quand même obtenu qu'ils nous le donnent sans passer par cette formulation par le commissaire de justice, là. Et donc, on a été plusieurs propriétaires à demander et on a vérifié. Nous, c'est clair et net. Le calcul, il est sur les tantièmes.
Et en fait, c'est 3 mois de chiffre d'affaires de la résidence au prorata de nos tantièmes sur le total des tantièmes en bail, puisqu'il y en a quelques-uns qui sont pas en bail. Donc voilà. Et on a vérifié sur plusieurs exemples. En fait, le truc est mathématique. Mais pour vous donner un exemple, moi j'ai un 2 pièces qui est peut-être estimé, alors justement c'est tout le problème avec ou sans bail, mais allez, on va dire 160 000 euros. L'indemnité d'éviction, c'est 87 000. Hum. C'est quand même complètement dingue. Ah oui, C'est oui. complètement dingue qu'on soit sur la moitié de la valeur de l'appartement. Ben, C'est sûr qu'on est pieds et ça, poings liés avec ça, nous. exactement. C'est ce que je disais. Le bail commercial a quand même un impact juridique assez contraignant pour le bailleur. Et s'en défaire, c'est pas facile. Je le mettais dans ma présentation. Ouais, mais là, on est sur des montants, surtout par rapport à la valeur des appartements, qui est complètement démentielle. D'ailleurs, on n'y croyait pas. Tant qu'on n'a pas eu la réponse, on n'y croyait pas. C'était pas logique, quoi. L'objectif est de vous convaincre de ne pas donner congé. Bah là, pour le coup, oui, ça c'est sûr. Mais le truc, c'est que du coup, ça freine aussi beaucoup les ventes. Enfin, ça freine l'attractivité de l'investissement, hein. Les gens qui comprennent au départ, ils se sauvent, hein. Ça c'est sûr, hein. Tout à fait. Mm. Est-ce que vous En avez tout d'autres cas, nous, on questions? s'était posé la question parce que, bah, justement, entre autres, à la FNA-PRT, mais bon, à l'époque, on n'était pas structuré, donc on y allait un peu comme ça, à essayer de chercher les infos à droite à gauche. Et on s'était dit comment on peut faire écrire une clause, parce qu'il y a quelques gestionnaires je crois qu'il y avait CGH notamment qui faisait ça, qui avait mis dans son contrat, dans son bail, que l'indemnité d'éviction serait dégressive en fonction du nombre d'années de détention, enfin de bail. Au bout de 20 ans, il n'y avait plus d'indemnité d'éviction. En Alors gros, c'était attention, ça. attention à ça, ce sont des, Ouais. juridiquement parlant, ce qu'on appelle des clauses pièges, c'est-à-dire que on a même vu un bail commercial dans lequel il était écrit au début que on pouvait donner congé sans indemnité d'éviction. En fait, ce sont des clauses qui, vous- qui, quand tout se passe bien, peuvent être activées, sauf que quand l'exploitant ne va pas vouloir les activer, il va se mettre derrière des jurisprudences et face au droit commercial, elles ne tiennent pas ces clauses. C'est ce qu'on a compris. C'est pour ça qu'on s'est dit, il faut peut-être pas se battre sur ça, parce Non, ce sont on va des peut-être pieds. avoir une clause qui finalement servira à rien quand on Et voudra puis, ce l'activer, qui quoi. est très dangereux, c'est de penser que qu'on a demandé le congé, qu'on n'aura pas d'indemnité d'éviction. L'exploitant ne dit rien. Par contre, il saisit la justice. Et quand la justice est saisie, il faut rendre l'appartement comme il était. C'est assez complexe. Ce sont des situations assez complexes et qui sont Mm. rarement à votre avantage puisque les juges ont plutôt tendance à favoriser le fait que vous avez retiré un outil de travail à une société. Mm. Même si ça Oui, donc paraît. en fait, ça veut dire que la conclusion de ça, c'est ce qu'on s'était dit. Vous avez un On boulet au garde en pied. tête parce que c'est quand même important dans nos argumentations par rapport à ce qui nous pénalise. Mais par contre, on n'essaye pas de tirer sur cette ficelle-là Non, pour améliorer les choses, quoi. On non, essaye il faut pas essayer d'aller d'avoir des négocier des clauses. compensations par ailleurs. Ouais. Nous, on s'est dit, on va essayer d'utiliser cet argument-là pour, au contraire, augmenter les loyers. Mais voilà, mais on touche pas à l'indemnité parce que de toute façon, on se dit si jamais on la touche, de toute façon, ça servira à rien au final. Il faut pas aller se battre sur des terrains où vous avez des jurisprudences qui vont donner le contraire de ce que vous voulez. Parce Ouais, que c'est vous ça. êtes. Mais Hmm. c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué, hein. Quand on commence à mettre le doigt là-dedans, qu'on n'y connaît rien, mais on se dit mais c'est pas possible, quoi. C'est Il faut beaucoup d'expertise autour de soi, c'est ce qu'on a mis en œuvre, nous, depuis 10 ans, des avocats spécialisés, tout ce qui va être du questionnement, du juridique, du financier, du patrimonial, du successoral, parce qu'on a aussi beaucoup de questions successorales, tout ce qui va toucher ces Hum, sujets, il faut avoir les bons experts autour de soi. hum, Et c'est pour ça que la mutualisation et le regroupement en type d'association est le meilleur moyen d'obtenir ça de façon la plus économique possible. Et en plus, quand on vous explique qu'on mutualise les expériences, ça permet aussi d'aller redonner de l'information quand on l'a vécu dans une résidence. hum. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce qu'on peut conclure pour ce soir? En tout Ah, tu es cas, trop fort, Hervé. Bravo. merci Christophe. Non, c'est bon, merci bien. En tout cas, c'est très très riche. Eh ben, tant mieux. Le but était là, c'est vous donner de l'information.
N'hésitez pas à nous contacter, joindre. Ben, je pense que vous le ferez en parallèle, il n'y a pas de souci. On est toujours prêt à vous aider. Merci à Aymeric pour la technique ce soir. Merci aux membres du conseil d'administration. Je vois Michel, je vois Florian aussi. Merci pour votre présence. Et j'espère que ben, cette session vous aura apporté quelque chose. Ben oui. Ouais, Ben ouais. moi, je voulais dire merci, merci également. Je suis à CB, je n'ai pas réussi à mettre ma caméra, je ne sais pas pourquoi. Parce Ah, que... si, si, on vous voit. Si, si. On vous voit. Ah si, ça marche. Ah d'accord. Ah bon? Oui. Ah, mais tant mieux, je ne me suis pas curé le nez, c'est bon. C'est bon. Bonne soirée à tout le monde et merci pour votre Bonsoir. participation. Bonne Au revoir. soirée. Merci. Thierry, Ouais, Merci, au revoir. bonsoir. super.